Nous accueillons ce matin le président de la Haute Autorité de Santé, M. Lionel Collet, et son directeur général, M. Jean Lesy. Je vous précise que cette audition, comme d'habitude, fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Comme vous le savez, la Haute Autorité de Santé est une autorité publique indépendante à caractère scientifique. Ses missions sont fixées à l'article L161-37 du Code de la sécurité sociale. Elle est ainsi principalement chargée d'évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes professionnels en vue de leur remboursement, de recommander les bonnes pratiques professionnelles ainsi que d'élaborer des recommandations vaccinales et de santé publique, et enfin de mesurer et d'améliorer la qualité dans les hôpitaux, cliniques, en médecine de ville et dans les structures sociales et médico-sociales. Elle occupe donc une place et un positionnement important dans le paysage institutionnel de la santé en France. À cet égard, la nomination du président doit être validée par un vote des commissions des affaires sociales du Parlement et celle du directeur général doit être précédée par une audition de ces mêmes commissions. C'est pourquoi il nous est apparu utile de faire un point avec vous sur l'action de la HAS, sur vos missions, cher président, à la tête de cette structure et sur les perspectives de la haute autorité. Cette audition était dans nos cartons, mais je vous signale que le président souhaitait lui-même, d'ailleurs, par courrier, nous indiquer sa volonté de venir justement devant la commission pour présenter les perspectives et les évolutions, les travaux de la haute autorité. Voilà. Monsieur le Président, je vous laisse tout de suite la parole pour un propos liminaire, ainsi que votre directeur général. Et ensuite, bien entendu, comme d'habitude, nous ferons un échange avec les sénateurs qui souhaitent intervenir. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est la première fois que nous revenons devant la Commission depuis, comme vous le rappelez, la fois où nous étions là en audition nous-mêmes parce que nous étions pressentis pour occuper soit la fonction, en ce qui me concerne, de président, soit de directeur général pour Monsieur Lesy. Et nous paraissait important, dans ce qui est le mi-mandat qui me concerne, et donc après environ 3 ans, de faire un point avec vous sur l'action de la Haute Autorité de Santé et aussi, dès lors que nous avons une vision extraordinairement transversale de la qualité de nos systèmes de santé, vous faire part d'un certain nombre de commentaires sur notre système de santé. Vous avez parfaitement rappelé nos missions, vous avez parfaitement rappelé, je vous en remercie, qu'on les retrouvait dans le Code de la sécurité sociale, puisque nous sommes nés d'une loi relative à l'assurance maladie, non pas d'une loi de santé publique, il ne faut pas l'oublier, parce que l'objectif pour le législateur, c'était de créer finalement un régulateur du système de santé, mais un régulateur par la qualité et par l'efficience. C'est-à-dire que nous sommes là pour évaluer la qualité des produits de santé, des prises en charge, des parcours, des actes, d'un ensemble de prestations, également des établissements, et à des fins non seulement d'apporter les meilleurs soins, les meilleures prises en charge pour chacun et chacune, mais aussi pour la maîtrise de l'argent public et la soutenabilité, bien évidemment, de notre système de santé. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes créés, ce qui signifie que lorsque nous sommes amenés à évaluer un produit de santé, à la différence d'autres, nous ne nous posons pas la question uniquement du bénéfice-risque, il est traité par d'autres, mais quelle est sa place dans la stratégie thérapeutique? Qu'apporte-t-il par rapport aux autres approches thérapeutiques qu'il peut y avoir sur ce sujet-là? Alors, je voudrais également revenir sur un dernier point. Vous avez rappelé que c'était l'article L161-37 du Code de la sécurité sociale qui égrenait nos missions. Nous avons été créés par la loi du 13 août 2004, et aujourd'hui, près de 22 ans après, nous sommes à la 31e version de cet article L161-37, essentiellement par ajout de mission. Et la dernière mission, c'est d'élaborer les ratios soignants-soignés, le nombre de soignés par soignant. Et si vous voulez, on pourra vous faire un état de où nous en sommes de nos travaux et qui, je dois vous l'annoncer, je ne pourrai pas vous donner les chiffres, mais vous dire que les travaux seront connus pour une partie, telle qu'est la saisine, d'ici la fin de l'année ou tout début 2027, pour au moins 2 domaines parmi les 3 pour lesquels nous avons été sollicités pour élaborer ces ratios. Alors, si vous me permettez, je voudrais resituer la HAS. La HAS est un régulateur, mais la HAS a cette particularité, c'est ce champ très large, puisque nous allons de l'évaluation du produit de santé jusqu'à la prise en charge des parcours recommandations de bonnes pratiques, jusqu'à l'évaluation des établissements
de santé et sociaux et médico-sociaux, ce qui nous conduit à pouvoir réfléchir non pas en termes de parcours de soins, mais en parcours de santé, puisque nous pouvons aller jusqu'à la dimension médico-sociale et sociale. Nous avons tout cela le long. Alors, je ne veux pas vous donner trop de chiffres, mais j'aimerais quand même aborder avec vous quelques points. Premier point, les médicaments. Si nous comparons 2025 et 2024, nous sommes amenés à évaluer un certain nombre de médicaments. Nous avons un critère, c'est combien de nouveaux médicaments arrivent. Alors, il faut savoir que nous rendons également des avis sur d'anciens médicaments, pour peu qu'il y ait une modification d'indication et tout. Et en gros, c'est sur 350 avis que nous avons rendus rien que l'an passé sur les médicaments. Mais dessus, il y a 70 médicaments nouveaux. Sur ces 70 médicaments nouveaux, sachez qu'en 2024, il y en avait 75, donc nous sommes dans le même ordre. Nous avons été amenés à considérer que 10 des 70 rendaient un service médical rendu insuffisant et donc ne justifiaient pas le remboursement. Ce qui est un chiffre relativement correct. L'année précédente, sur 75, on en avait à peu près 4 pour lesquels il y avait un service insuffisant. Ça vous donne un ordre de grandeur, c'est-à-dire stabilité du nombre de médicaments nouveaux qui nous arrivent à évaluer. Mais je voudrais insister sur un deuxième volet, qui sont les procédures dérogatoires pour les médicaments innovants, et dans le cadre de ce qui s'appelle l'accès précoce que vous connaissez. L'accès précoce a été créé pour répondre à des impasses thérapeutiques, à des patients en impasse thérapeutique, et leur proposer très rapidement un médicament innovant, y compris avant qu'il n'ait obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Sachez que, bon an, mal an, nous avions en 2024 un peu plus de 50 médicaments comme ça en accès précoce, 52, et là nous sommes descendus à un peu plus de 40. On peut dire que c'est stable. Seulement, il faut distinguer deux types de médicaments. Ceux qui nous sont soumis avant l'autorisation de mise sur le marché, qui sont les vraies innovations, ce qu'on appelle les demandes d'autorisation précoce pré-AMM, et ceux qui nous sont soumis après. Ceux qui nous sont soumis après, on a eu un peu plus de demandes. Mais je voudrais appeler votre attention sur le fait qu'en 2024, nous avions 25 médicaments nouveaux soumis pré-AMM. En 2024. Et en 2025, nous n'en avons plus que 10. C'est-à-dire que nous passons de 25 médicaments nouveaux pré-AMM à 10. Et la question, c'est pourquoi ? C'est pourquoi les industriels nous ont soumis nettement moins de produits. Et puis je vais même aller plus loin. Sur les 25 de 2024, on en avait accepté de donner un avis favorable pour à peu près 55%. Sur 2025, sur les 10 qui nous ont été soumis, nous n'avons donné un avis favorable que pour 3. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une diminution du nombre de médicaments nouveaux soumis pré-AMM et une diminution du nombre d'avis favorables. Et à mon sens, les deux sont liés. Ils sont liés parce que pourquoi y a-t-il moins de produits ? Ça peut être un choix de l'industriel, de ne pas le soumettre en accès précoce trop tôt. Il peut attendre de le faire en post-AMM. Ça peut être aussi le fait qu'il peut y avoir une stratégie, je veux dire, par rapport à l'accès précoce. Et certains industriels nous disent, vous savez, nous réfléchissons maintenant par rapport à l'accès précoce, qui est néanmoins un outil d'attractivité de la France, parce que nous ne voudrions pas ensuite que dans le droit commun, lorsque nous allons venir dans le droit commun, cela aboutisse à terme à une négociation du prix qui ne serait pas satisfaisante pour nous. Et donc nous préférons ne pas venir sur le marché en accès précoce pour ne pas avoir à retirer le produit si jamais la négociation du prix via le droit commun, si on met ce qu'on appelle une amélioration du service médical rendu de niveau 5, voire 4, devait ne pas être satisfaisante. Donc tout ça, nous devons l'avoir à l'esprit. C'est un souci. Alors vous allez nous dire, pourquoi est-ce qu'on a été plus sévère ? Pourquoi en avons-nous refusé 7 sur 10 ? C'est très simple. Il y a 4 critères pour accorder un accès précoce. C'est le législateur qui les a pris. Et un de ces 4 critères, c'est qu'il ne doit pas y avoir de traitement approprié. C'est-à-dire que les patients sont vraiment en impasse thérapeutique s'il n'y a pas ce médicament. Eh bien, pour 7 sur les 10 dossiers, nous en avons refusé 7. Sur les 7, dans 5 fois sur 7, il y avait un traitement approprié. C'est-à-dire que ces dossiers n'auraient même pas dû nous être soumis. Ils n'auraient pas dû nous être soumis, puisque ça ne concernait pas des patients en impasse thérapeutique. Alors, tout ça, c'est le premier point. Le second, sur lequel je voudrais vous alerter, sur les accès précoces. L'accès précoce, je le redis, est un outil extraordinaire pour le patient. C'est un outil d'attractivité de notre pays, mais ça veut dire que on accorde un avis favorable qui est un avis qui repose sur une présomption d'innovation, pas sur une absolue certitude, sur une présomption dans l'attente de données pouvant confirmer effectivement cette innovation. Et donc il faut du temps pour avoir ces données. Mais quand nous donnons notre avis, il n'est pas étonnant qu'au bout d'un an, les industriels reviennent pour un premier renouvellement, ce qui est assez légitime. Ils disent qu'il nous manque des données.
Seulement, beaucoup reviennent au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et nous commençons à assister à des 4e renouvellements. Et dans lesquels, pardonnez-moi, je ne doute pas que dans certains cas, cela puisse être dû à une absence de données. Je crains que ce soit uniquement parce que la négociation du prix avec le CEPS n'aboutit pas. C'est-à-dire que l'accès précoce devient un moyen de mise sur le marché au prix souhaité par l'industriel dans l'attente d'une négociation qui n'aboutit pas, et il n'y a pas de limite temporelle à cet accès précoce. Même si, effectivement, il va y avoir des remises qui vont être faites, et puis au bout du compte, l'industriel devra payer la différence de prix. Mais cela, je veux vous alerter, parce que c'est pour nous, ça a plusieurs conséquences. D'abord, nous consacrons du temps à revoir des dossiers que nous ne devrions pas revoir en 3e ou 4e renouvellement, et donc ça nous consomme des moyens à un moment où les moyens sont comptés. Premier dossier, c'est le premier message sur le médicament. Deuxième grand dossier, le dispositif médical. Bon an, mal an, nous avons à peu près autant de dispositifs médicaux nouveaux, environ 130, 140, on a un petit peu plus. Seulement, on a beaucoup plus d'avis qui nous sont demandés parce qu'il y a des modifications, des extensions d'indications. Et sachez que si en 2024, nous avons rendu, j'arrondis, 250 avis sur des dispositifs médicaux, en 2025, c'était 300. C'est-à-dire qu'à moyen constant, nous avons une augmentation, je veux dire, des demandes d'avis considérables sur les dispositifs médicaux. Si on regarde les dispositifs médicaux globalement, nos avis ont été plus favorables en 2025 qu'en 2024. En 2024, nous en avons émis un avis favorable au remboursement pour 81% d'entre eux, alors que nous sommes passés à 91% en 2025. C'est-à-dire qu'il y a une qualité accrue des dispositifs médicaux qui nous parviennent. Mais il faut faire attention à certains dispositifs médicaux qui sont les dispositifs médicaux numériques. Et dans les dispositifs médicaux numériques, il faut que nous distinguions ce qui relève de la télésurveillance médicale et des dispositifs médicaux thérapeutiques que vous pouvez avoir dans une application, dans un téléphone portable. Sur la télésurveillance, ce qui relève de la télésurveillance médicale, je dois souligner la très bonne qualité des dossiers que nous avons et des outils de télésurveillance médicale, puisque nous en avons accepté 8 sur 10 l'an passé. Alors on peut dire que 10, c'est pas beaucoup, oui, mais ils sont de qualité, 8 sur 10. Et puis nous avons une procédure dérogatoire qui s'appelle PECAN, la prise en charge, vous savez, pour ce qui va relever en l'occurrence du numérique. Et là, nous rencontrons effectivement, nous constatons que les dispositifs médicaux à des fins thérapeutiques, les DTX, n'arrivent pas à passer la barre de l'évaluation pour arriver à des avis favorables. À ce jour, nous en avons évalué 6 et nous avons rendu 6 avis défavorables. Et là, ça appelle plusieurs questions. Est-ce que l'écosystème est vraiment préparé à l'évaluation clinique? Car si nous rendons un avis défavorable, c'est parce que nous considérons que cet outil n'apporte pas de démonstration de sa pertinence clinique. C'est un milieu très différent que le milieu du médicament. C'est un milieu de start-up, de petite taille, qui n'ont pas forcément toute la formation et la notion, je veux dire, nécessaire pour ces essais cliniques. Mais c'est réellement un point qui est un point d'attention pour nous. Et c'est pour ça que nous développons ce que nous appelons les rencontres précoces avec les industriels en phase de développement, pour leur dire, voilà ce que nous, on attendra à l'arrivée, pour que vous puissiez avoir cet avis favorable. Alors, je sais que cette année, nous allons avoir plusieurs dépôts de demandes de dispositifs médicaux numériques. On nous a déjà annoncé. Certaines de ces demandes ont été, je le pense, en lien avec nos rencontres précoces. Et nous allons voir si nous allons enfin obtenir ces avis favorables que nous appelons de nos voeux. Mais nous ne pouvons pas dire au pouvoir public que ce produit mérite le remboursement si nous n'avons pas de données pour démontrer qu'il a effectivement un avis qui justifie cette pertinence clinique. Donc ça, c'était le deuxième point sur lequel je me permettais de vous appeler votre attention, mais j'insiste quand même sur ce qui relève de la télésurveillance médicale, où véritablement les dossiers sont vraiment de qualité et les produits le sont. Le troisième dossier sur les innovations, c'est ce qu'on appelle le RIHN, le répertoire des innovations hors nomenclature. Vous savez, ce sont ces tests que l'on peut faire, parlons du cancer, ce qu'on appelle les tests compagnons, qui peuvent aider à évaluer non seulement le diagnostic, mais le pronostic et voir la prédiction. Il y avait un nombre considérable d'actes à évaluer. Nous les avons abordés, nous en avons déjà évalué environ 70, je veux dire rien que l'année dernière, de ces actes-là. Et globalement, je veux dire, les 3/4 ont reçu un avis favorable. On pourra rentrer dans les chiffres si vous le voulez. Mais sachez que c'est un travail qui est en cours et que nous avançons. 2 mots sur les vaccins. L'année dernière, nous avons
parmi nos avis sur les vaccins, été amené à nous prononcer sur le vaccin HPV, contre le HPV, vous savez, savoir comment on pouvait l'étendre hommes et femmes. Je rappelle que jusqu'à l'an passé, c'était pour les femmes jusqu'à 19 ans, pour les hommes jusqu'à 19 ans, sauf pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, et ça pouvait être jusqu'à 26 ans. Nous avons fait une recommandation pour que ce soit à 26 ans pour tout le monde. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, je veux dire, des préférences sexuelles à ce moment-là. Et donc, c'est 26 ans pour tout le monde. Et cela a été suivi, effectivement, par le ministre, où aujourd'hui, la vaccination HPV jusqu'à 26 ans. Nous sommes prononcés, évidemment, sur la grippe saisonnière. Nous sommes prononcés sur des vaccins que vous connaissez. Et on pourra échanger, si vous voulez, là-dessus. Le point important, nous avons recréé un service d'évaluation économique. La HAS n'avait plus de service d'évaluation économique lorsque j'ai pris mes fonctions. Nous l'avons créé, je dis bien d'évaluation économique et non pas d'évaluation médico-économique, parce qu'il peut aussi bien évaluer ce qui relève du produit de santé que de l'intervention de santé, un acte de prévention par exemple. Donc nous sommes bien au-delà. Il est en place et il a rendu 20 avis l'année dernière en 2025. Mais là aussi, on est à votre disposition pour échanger. 2 mots sur l'Europe. Il y a un règlement européen maintenant sur l'évaluation des technologies de santé qui est rentré en application en janvier 2025. Je voudrais tout de suite préciser que beaucoup de personnes pensent que dès lors qu'il y a un règlement européen, c'est l'Europe qui réalise en lieu et place des États membres, je veux dire, ces évaluations. Je vous dis tout de suite que c'est totalement erroné. L'Europe donne le cadre, indique la procédure, mais ce sont les organismes comme la HAS qui font le travail. Et cette année, qui était une première année de mise en route, il y a eu 12 dossiers au niveau européen, médicaments anticancéreux ou biothérapie soumis à évaluation. Nous en avons évalué 2 sur les 12, mais je peux vous dire que c'est un travail bien plus important que le travail que nous aurions eu si nous les avions évalués que pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il faut que notre évaluation convienne aux 27 pays de l'Union européenne. Or, quand on compare un médicament nouveau à un autre, il faut s'assurer que ce taux de produit soit disponible dans chacun des 27 autres pays. Et ils ne le sont pas tous. Donc il faut que nous ayons toutes les données par comparateur. Je veux vraiment que vous ayez à l'esprit que c'est, quand on dit que c'est l'Europe, c'est chacun des États membres, c'est aussi la HAS, et que c'est un travail beaucoup plus considérable, alors qu'on pouvait se dire, on aura moins de dossiers. Ce n'est pas du tout le cas, beaucoup plus lourd en termes de dossiers. 2, et puis on aurait pu en avoir un 3e, parce qu'un 13e médicament était attendu, mais l'industriel n'a pas déposé le dossier, mais on serait arrivé à 3. 2, je vous avoue que je suis satisfait qu'on en soit là. Je souhaite qu'on aille plus loin, parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a l'Allemagne et nous, en termes de structure, je veux dire, très solide pour ces évaluations-là. Mais l'Allemagne a des moyens que nous n'avons pas pour ces évaluations, des moyens humains que nous n'avons pas, ce qui fait que lorsque nous en évaluons 2, ils en ont évalué 4. Voilà, qu'on l'ait à l'esprit. Et donc, notre but, c'est d'arriver à ramener le plus possible vers être au moins à la hauteur de ce que font nos amis et collègues allemands. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les produits de santé. Un mot sur les recommandations de bonne pratique. Nous touchons des sujets qui intéressent tout le monde, l'entorse, l'accident vasculaire cérébral, la carie dentaire, le diabète de type 2. Nous sommes aussi sur des sujets beaucoup plus sensibles. Nous allons la semaine prochaine rendre publique l'actualisation de nos recommandations de bonne pratique sur la prise en charge de l'autisme, ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme, chez le nourrisson, chez l'enfant, enfin chez l'adolescent, nous allons dire, et du nourrisson enfant-adolescent. Bien. Ça va nous conduire à dire que, une fois que le repérage est fait et qu'il peut être réalisé très rapidement, dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on peut repérer déjà des TSA, la prise en charge doit être très rapide, parce que c'est une perte de chance autrement pour l'enfant, mais seulement tout n'a pas la même valeur d'efficacité. Et donc nous allons clairement annoncer la semaine prochaine qu'il y a ce qui est recommandé et il y a ce qui n'est pas recommandé. Et ça peut ne pas être recommandé soit parce que nous n'avons pas du tout de données sur cette intervention, soit nous en avons qui montrent que ce n'est pas efficace. Et donc nous savons que nous sommes sur un domaine qui est très vite très sensible quand on aborde ces sujets-là. Et donc, ça sera le sujet de la semaine prochaine en ce qui nous concerne. Et nous allons plus loin. La HAS, nous souhaiterions que certaines de nos recommandations soient rendues opposables. C'est-à-dire qu'il y ait l'obligation pour le praticien de prendre en charge comme c'est indiqué. Ça n'a pas vocation à concerner tous les domaines, ni que ce soit étendu sur la durée, parce qu'il faut actualiser ces documents.
nous sommes très respectueux de la liberté de prescription et la liberté, je veux dire, des médecins. Là, il s'agit d'éviter une perte de chance pour un enfant. Et pour éviter cette perte de chance, il y a ce qui doit être recommandé. Je peux être provocateur, mais ça ne me choque pas qu'en plus on fasse quelque chose de non recommandé dès lors que cela ne nuit pas à l'enfant en question. Mais donc ce sera un des sujets que je serai amené à aborder, mais qu'on aura peut-être en débat, car il faut savoir que si opposabilité il y a, c'est d'un ressort législatif, hein, pour l'essentiel. Je termine par les établissements de santé. L'évaluation des hôpitaux, des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, c'est notre mission. Nous devons les certifier une fois tous les 4 ans. Et nous venons de terminer un cycle de 4 ans, ce qu'on appelle le 5e cycle, qui nous permet d'avoir vraiment une vision de nos établissements. Je crois qu'il y a souvent une vision là aussi erronée de nos établissements. Sachez que dans 90% des cas, même 90,5% des cas, nos établissements sont certifiés. C'est-à-dire qu'ils ont montré qu'ils avaient des procédures de qualité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un souci ici ou là, mais globalement, la qualité est bonne, voire très bonne. Et il reste un peu moins de 10%. Dans ces un peu moins de 10%, c'est 4%, si le choix précis, c'est 3,7% d'établissements non certifiés. Et quand un établissement non certifié, il a 2 ans pour revenir en expertise, et soit il en sort, soit il n'en sort pas. Pour la première fois, il nous est arrivé, pour la première fois l'an passé, d'avoir un établissement qui était non certifié 3 fois de suite. 3 fois de suite. Alors, il y avait eu, sachez-le, une action déjà de l'ARS et de l'IGAS suite à la 2e fois. Là, de nouveau, c'est actif. Mais là, ça pose une question sur les conséquences de la certification, voire de la non-certification. Pour le moment, il y a une conséquence positive qui arrive depuis cette année dans le financement de la qualité des établissements IFAC, qui prend en compte plus qu'avant ce qu'est la note de certification. En gros, ceux qui sont très bien certifiés pourront avoir une dotation au titre de la qualité supérieure. Et puis, il y a de l'autre côté le problème de ceux qui ne sont pas certifiés, pour lesquels je rappelle que la HAS n'a pas de pouvoir de police, nous n'avons pas de pouvoir non plus d'inspection, pas de pouvoir de contrôle. Nous sommes là pour évaluer. Et notre rôle à ce moment-là, c'est d'informer les pouvoirs publics, évidemment, et les ARS de la situation, et c'est à eux de prendre la main, mais on devrait s'interroger sur les conséquences naturelles que devrait avoir une non-certification répétée. Je dis bien répétée dans ce cadre-là. Et les autres, le petit pourcentage qui reste, de l'ordre de 6%, ce sont les établissements certifiés sous condition. C'est-à-dire, vous n'êtes pas certifié pour 4 ans, et vous avez en gros une année, voire un peu plus, pour revenir soit dans les clous de la certification, soit être non certifié. Bon. Mais sur le cycle total, c'est-à-dire près de 2500 établissements dont on parle, vraiment évalués, on a eu un peu plus de 2100 sur ce cycle, mais je ne rentrerai pas dans ce détail-là, il y en a 80 non certifiés. Donc le chiffre est faible, mais ce sont 80, c'est quasiment un par établissement. Donc il faut quand même qu'on ait à l'esprit ce que ça représente et les suites qu'on peut donner. Je conclurai par l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux, puisque c'est une mission qui nous a été confiée il n'y a pas si longtemps, je veux dire là depuis vraiment 2018, mais nous n'avons débuté qu'en 2023 réellement cette évaluation, parce qu'il a fallu près de 3 ans pour se mettre d'accord sur un référentiel. Nous avons publié les premiers résultats il y a quelques mois maintenant. Sachez que si on fonctionne sur un mode de type, j'ose pas dire Nutri-Score, mais sur ABCD, et A et B étant les meilleurs, en gros, les 2 tiers de nos établissements sont en A et B. Mais avec des différences sur le type d'établissement. Contrairement là aussi à une idée reçue, ce sont les EHPAD qui sont le mieux évalués. Et à l'inverse, c'est ceux qui touchent l'enfant qui est le moins bien évalué. Et donc là, et on le retrouve très clairement là-dedans. Sur les EHPAD, je ferai juste un commentaire, parce que je crois qu'il faut poser le débat. Les évaluations vont en gros en A et B, de 70% à 89%, selon que ce soit un EHPAD public, privé à but non lucratif ou privé à but lucratif. Et donc, le débat qu'apportent certains est de dire c'est une différence de moyens, très probablement, qui peut expliquer cela. À mon sens, c'est aussi une différence de culture, et que les conséquences des scandales qu'il y a eu et que nous avons tous à l'esprit sur certains EHPAD privés ont pu conduire ces derniers à prendre les mesures nécessaires, justement, pour avoir cette culture de la qualité. Donc voilà ce schéma très, très général. Je me permets de vous formuler 2 demandes, Monsieur le Président, juste avant de conclure. La première, c'est que
Il y a en ce moment un projet de loi de simplification de la vie économique, comme vous le savez, suite à une CMP conclusive. Et il y a 2 dispositions qui concernaient la HAS, qui sont toujours dans le texte, mais nous espérons que ce texte ira à son terme. Premièrement, c'est de nous créer une nouvelle commission uniquement pour les produits diagnostiques. C'est-à-dire un produit diagnostique aujourd'hui est évalué plusieurs fois. Il est évalué par différentes commissions. Nous considérons laisser une seule commission, on gagne du temps. C'est ce qui est prévu dans le texte. Et puis le rétablissement de ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que lorsque une commission chez nous qui évalue un produit de santé se prononce, elle le fait en totale indépendance par rapport au collège de l'HAS, collège constitué de 8 membres, dont moi-même. Elle est en autonomie totale. Ce qui veut dire que si il y a un effet, on va dire très polémique, de controverse sur un résultat, il me revient en tant que président de l'HAS de défendre ce qui a été fait dans une commission où je ne peux même pas m'exprimer. Je ne donne aucun avis. C'est-à-dire qu'il a été supprimé, ce pouvoir d'évocation, en 2017, alors qu'il était dans la loi initiale de 2004. Et je redis que lorsque nous sommes dans des situations où la commission a, parmi ses 22 membres, 11 qui sont favorables au remboursement, 11 qui ne le sont pas, et que c'est la voix du président qui fait la différence de cette commission, c'est plus la science qui tranche. Et il me paraît préférable à ce moment-là de remonter cela au collège pour que nous puissions effectivement le faire. Cela est dans le projet de loi. Je vous alertais juste sur ce point que ça pouvait dépasser après la CMP, passer la dernière étape. Et le dernier point, c'est le devenir de l'Agence nationale du développement professionnel continu, l'ANDPC. Vous savez qu'il y a une mission de l'IGAS qui a proposé il y a 1 an sa suppression et qui a proposé le pilotage scientifique, le transfert du pilotage scientifique à la Haute Autorité de Santé. Pour nous, c'est totalement cohérent avec nos missions. Dès lors que nous avons les recommandations de bonne pratique, que nous évaluons la qualité, nous ne voyons pas pourquoi nous n'irions pas jusqu'à ce qui relève effectivement de la formation tout au long de la vie continue des professionnels de santé. Mais cela signifie également que les moyens nous soient transférés pour pouvoir le réaliser, à supposer qu'il y ait une loi pour nous permettre d'obtenir cela. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et nous sommes, Jean Lessy et moi, à vos dispositions pour les questions. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que Monsieur le Directeur voulait intervenir en complément? Alors, on va débuter nos débats. Il y a beaucoup d'inscriptions. Alors, je vais commencer par Annick Petrus. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président, merci pour votre exposé. Je m'attacherai un peu à parler des Outre-mer et plus particulièrement la collectivité territoriale de Saint-Martin que je représente ici. Nous avons un autre ordre prioritaire, on va dire, de nos préoccupations. Nous le savons bien ici et les travaux récents du CESE sur la santé dans les Outre-mer le confirment. L'égalité en santé ne se décrète pas, elle se construit à partir des réalités locales. À Saint-Martin, ces réalités sont connues et récurrentes. Une forte précarité sociale, une obésité très élevée touchant 1/3 des adultes et plus d'1/4 des enfants. Avec pour corollaire l'hypertension et le diabète, ainsi qu'une exposition permanente aux risques épidémiques comme la dengue et aux catastrophes naturelles majeures. L'île dispose d'un hôpital indispensable à la population, mais structurellement contraint. Pour de nombreuses spécialités lourdes, le recours aux évacuations sanitaires vers la Guadeloupe est incontournable, pour un coût annuel d'environ plus de 2,5 millions d'euros, et avec une rupture de parcours de soins épouvante pour les patients et leurs proches. Autrement dit, dans ce territoire, l'évacuation sanitaire, la coopération extérieure et la télémédecine ne sont pas des solutions d'exception, elles font partie intégrante du système de soins. Nous laissons en outre face à une situation unique en France. Nous faisons en outre face à une situation unique en France. Une île partagée avec un autre État, l'accès des patients français à l'hôpital de la partie néerlandaise reste entravé par des différences de normes, d'assurance maladie et de tarification au détriment direct des patients. À cela s'ajoute un point fondamental, le manque de données de santé fines et régulières sur des territoires comme Saint-Martin, qui empêche une véritable adaptation des politiques publiques aux besoins réels de la population. Dans ces conditions, appliquer strictement des référentiels pensés pour des territoires continentaux densément dotés peut créer de l'inégalité au lieu de la corriger.
L'enjeu n'est pas d'abaisser l'exigence de qualité, mais d'en adapter les modalités pour atteindre une égalité réelle. Dans un territoire insulaire comme Saint-Martin, la qualité passe nécessairement par des parcours de soins organisés entre plusieurs territoires, par l'expertise médicale à distance et par des coopérations sécurisées, y compris transfrontalières. J'aurai donc 2 questions. Premièrement, comment la Haute Autorité de Santé peut-elle intégrer explicitement dans ses référentiels de qualité et de certification la réalité des territoires où l'absence permanente de certaines spécialités est structurelle et où l'évacuation sanitaire fait partie du parcours normal de soins? Deuxièmement, la Haute Autorité de Santé est-elle prête à reconnaître comme de véritables standards de qualité et non comme de simples dérogations les organisations reposant sur la télémédecine, l'expertise à distance et la coopération hospitalière, y compris transfrontalière, lorsqu'elles sont la condition même de l'accès effectif aux soins? Pour des territoires comme Saint-Martin, garantir l'égalité républicaine en santé suppose non pas des règles identiques partout, mais des règles adaptées pour assurer partout la même sécurité et la même qualité des prises en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous dis, vous êtes nombreux à intervenir, hein, donc si vous pouviez un tout petit peu, voilà. Jocelyne Guidez. Oui, merci, Président. Alors, Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, en audition chez nos collègues députés, la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq s'est dite favorable à la proposition d'intégrer justement l'opposabilité des recommandations sur le champ de l'autisme au projet de loi sur la protection de l'enfance qui devrait être examiné au printemps, me semble-t-il. Donc, on peut être que d'accord puisque on en a pas mal discuté là-dessus. Moi, je suis simplement étonnée qu'on ne parle que de l'autisme et qu'on n'intègre pas les TDAH, puisqu'on parle des TND en règle générale. Et je trouve ça dommage qu'à chaque fois, on pointe le doigt sur l'autisme, ce qui est hyper important. Mais je pense qu'il est tout aussi important que l'on y intègre le TDAH. Voilà, alors je dis TDAH ou TDAH. Enfin bon, voilà. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, ces enfants sont nés comme ça. Ça n'a rien à voir avec les relations des parents et ni avec l'éducation que ces parents peuvent leur donner. Voilà, ça c'est une première question. Ensuite, en 2022, la Haute Autorité de Santé avait publié un article soulignant l'intérêt possible de l'intégration du neuro-émotionnel par les mouvements oculaires, dits EMDR, chez certaines personnes autistes, notamment en cas de symptômes de stress post-traumatique, tout en rappelant le faible niveau de preuves et le nombre limité d'études disponibles. Envisagez-vous de faire donc évoluer ces recommandations sur le EMDR dans l'autisme, et si oui, dans quel sens? Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup. Je donne la parole à Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour vos propos. Et je veux vous remercier aussi la HAS pour sa disponibilité, en particulier celle de son directeur général. J'ai 3 questions à vous poser. La première, sur le cancer du sein et sur le dépistage organisé. Il y a un débat actuellement sur l'éventualité d'un abaissement de l'âge du dépistage organisé. On a vu avec mes collègues Pascal Grunier et Katia Poursopoli, on a travaillé sur le plan cancer européen, que c'était en Europe aussi, la question se posait plus largement et que la Commission européenne même était favorable, défendait un abaissement. Bon. Voilà, quelle est la position? Est-ce que vous menez des travaux et quelle est la position? Vous pouvez nous dire quand la HAS aura une position sur cette question. Ma deuxième question vous porte sur l'évaluation des pratiques professionnelles, puisque vous êtes en charge de ce volet important et qu'il y a beaucoup de réflexion et d'évolution dans l'organisation de notre système de santé actuellement à la recherche d'une meilleure efficience, d'une meilleure pertinence. Il semble que le ministère veuille interrompre une expérimentation qui est en cours, celle des SECPA, les sociétés d'exercice coordonnées, participatifs, qui visent à améliorer notamment le parcours de soins des malades chroniques, à favoriser la coopération entre professionnels, le lien ville-hôpital, etc. On a des éléments, en tout cas nous, enfin quand je dis moi, je n'ai accès qu'à des éléments partiels d'évaluation qui étaient plutôt positifs, qui semblaient indiquer une amélioration et une meilleure efficience. Et pourtant, le ministère vient, semble-t-il, de décider d'arrêter brutalement l'expérimentation avant même que les évaluations aient été produites. Donc, est-ce que la Haute Autorité de Santé a été partie prenante ou pas? Est-ce qu'elle a été saisie ou pas de l'évaluation
des SECPA, enfin tout ce qui vous pourrez nous indiquer nous sera utile puisque le ministère fait preuve d'un défaut de transparence absolument total sur cette question. Et la troisième question, rapidement, vous l'avez abordée en début d'exposé, vous étonnera pas de ma part, c'est l'application de la loi sur le nombre minimum de soignants par patient. Le ministre, quand il vous a saisi en application de la loi, a délimité le champ de la saisie. Il a eu raison, je tiens à le dire. On peut pas. C'est un changement de paradigme que cette loi débute et il ne peut pas se mener du jour au lendemain. Mais j'aimerais, au-delà des précisions que vous allez pouvoir nous donner, vous nous avez déjà donné un élément de calendrier qui m'inquiète un peu, puisque la loi doit débuter son application en janvier 2017. Il semblerait, 2027, pardon. On n'aimerait pas vieillir de 10 ans, mais bon. Et vous semblez indiquer que vos premiers travaux seront terminés à la fin de cette année, c'est-à-dire à peu près 15 à 16 mois après votre saisie par le gouvernement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je vous remercie. Je continue avec Corinne Imbert. Oui, merci Monsieur le Président, merci professeur Collet pour vos propos très denses, toujours très pertinents évidemment, et très instructifs. Alors j'ai 3 questions. Une question relative à l'annonce début janvier de la ministre Stéphanie Rist, ministre de la Santé, sur une éventuelle hypothèse d'un rapprochement entre la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les 2 opérateurs ont des missions distinctes, jouent des rôles distincts, ont des statuts aussi distincts. D'abord, pour aller rapidement, parce que je rappelle que ça pourrait s'accompagner d'une perte du statut d'autorité indépendante de la HS, évidemment, alors que l'ANSM est directement reliée au ministère de la Santé. Avez-vous été consulté avant cette annonce? Quels risques et quelles opportunités voyez-vous dans un tel rapprochement? Et de quelles informations disposez-vous aujourd'hui sur le déroulé de ces travaux? Deuxième question concernant l'accès précoce que vous avez évoqué de façon importante. Vous savez que la réforme de l'accès précoce était initialement inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, que finalement ce n'est pas dans le texte. J'avais dit que c'était un article cauchemar en ce qui me concerne. Est-ce que là aussi vous avez des informations? Comment, selon vous, peut-on mieux allier l'encadrement des conditions de remboursement et le soutien à l'innovation? Et juste un petit mot, comment ça se passe en Europe sur l'accès précoce? Et puis enfin, vous avez évoqué les recommandations concernant l'autisme que vous ferez la semaine prochaine. Vous avez évoqué, je reprends vos propos, vous souhaitez que certaines de vos recommandations deviennent opposables. Est-ce que vous voyez d'autres champs au sein desquels les avis de la Haute Autorité de Santé pourraient être opposables? Je vous remercie. Merci. Je continue, parce que vous êtes nombreux, donc on va prendre par 6, bloc de 6. Brigitte Devessa. Merci, Monsieur le Président. Ça ne marche plus, voilà. Alors c'est un sujet évidemment qui a fait l'actualité ces derniers jours, mais qui, au Sénat, on y travaille déjà depuis longtemps. Vous le savez, les enfants et les adolescents passent désormais plus de 4 heures par jour devant les écrans, et je précise hors temps scolaire, et plus de la moitié d'entre eux déclarent subir des effets négatifs, on les connaît, troubles du sommeil, anxiété, etc. Et que parallèlement, ces outils sont quand même incontournables pour l'apprentissage et l'essor de l'intelligence artificielle éducative. Donc moi, mes questions sont simples. Estimez-vous que la France protège aujourd'hui suffisamment la santé des mineurs, ou sommes-nous en retard dans la définition des normes claires d'exposition aux écrans, y compris et surtout en milieu scolaire? La HAS de santé envisage-t-elle d'élaborer des recommandations structurantes, voire des repères nationaux opposables à l'image des recommandations nutritionnelles? Et est-elle prête à être le référent scientifique dans le cadre d'un pilotage partagé avec le ministère de l'Éducation nationale afin de concilier impératifs de santé publique et transformation numérique de l'école? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, Jean-Luc Fichet. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président pour votre exposé très clair. Une première question, c'est quoi, que devient le médicament qui n'est pas certifié? Et ça m'a fait penser un petit peu au rapport qui avait été fait en 2011 par le professeur Debré et Evin et le livre, le guide des 4000 médicaments qui étaient classés en 3 catégories, les utiles, les inutiles et les dangereux. Quel rapport on peut faire avec les médicaments non certifiés?
Et puis, si vous voulez, je voudrais vous exposer la situation d'un cas que je connais très bien. C'est la situation de l'entreprise Emarina, avec le produit Emo2Life, qui est un produit qui cherche sa certification et son agrément depuis maintenant de nombreuses années, qui a comme qualité de favoriser la cicatrisation auprès des grands brûlés. Et là, d'ailleurs, le professeur Franck Zal a proposé ses services suite aux accidents de Suisse, là, des 40 décédés, puis des grands brûlés qui sont aujourd'hui à Nantes, enfin dispersés, et ça a été retenu. Le produit en lui-même, le médicament, a été certifié non, est utilisé par un certain nombre de grands chirurgiens, dont le professeur Lantieri, par exemple, pour les greffes de visage, mais pour autant, ce médicament, depuis des années, n'arrive pas à obtenir un agrément définitif et donc ne peut pas être sur le marché réellement. Il est toujours à titre expérimental. Et donc j'aurais voulu avoir votre avis sur la situation de ce médicament particulièrement, quoi. Merci. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je vous laisse répondre à cette première série. Alors, les questions sont longues, hein, donc vous pouvez... Les réponses seront courtes. Je vais essayer. Merci pour vos questions. Alors là, on couvre beaucoup de champs. Je voudrais rien oublier. Je voudrais dire d'abord à Madame Petrus que nous sommes conscients, d'une manière très générale, de l'état de tension de nos établissements de santé, que ce soit en métropole ou que ce soit en Outre-mer. Nous en sommes conscients et nous en tenons compte. Ce que vous avez évoqué sur la téléconsultation, la télémédecine et tout cela, je ne l'ai pas évoqué. J'ai évoqué la télésurveillance, mais je ne l'ai pas évoqué. Sachez que nous avions été saisis à l'époque, et c'était par la CNAM, pour rendre un avis sur les cabines de téléconsultation. Où fallait-il les mettre? C'est-à-dire que nous sommes sur des questions qui concernent absolument la HAS et nous sommes à aucun moment exprimés en opposition sur le principe de la téléconsultation. Il faut que vous le sachiez. Donc ce que vous évoquez est un cas encore plus extrême pour les raisons de spécificité du territoire, mais on y est. Nous sommes disponibles, pour peu que nous soyons saisis et que nous ayons le temps et que cela se justifie en instruction, pour examiner effectivement plus avant ce qui relève de la téléconsultation, y compris et peut-être notamment dans des situations insulaires comme vous évoquez. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire. Madame la sénatrice Guidez, on avait effectivement échangé sur l'opposabilité et je suis d'accord avec vous. Je pars des TSA. Parce que nous allons rendre, effectivement, nous allons actualiser notre recommandation la semaine prochaine. La question dépasse les TSA. La question est une question beaucoup plus globale sur les troubles du neurodéveloppement, dont ce que vous avez évoqué, les TDAH. Donc, pour moi, c'est clair. Mais je ne mets en avance que cela parce que c'est là-dessus que nous avons travaillé. Et la position à l'HAS, qui a une vocation d'expertise scientifique, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, elle a été créée autorité publique indépendante à caractère scientifique, c'est de rester là où nous avons des données de la science. Et je ne rentre pas sur un terrain si je n'ai pas de données. Mais aujourd'hui, elles y sont à ce moment-là. Et donc, votre question sur le MDR, et d'une manière très générale, c'est effectivement, dès lors qu'il y a des données, il faut que nous les analysions et que nous voyons. Mais nous n'avons pas d'a priori contre. Pour Monsieur le sénateur Jomier, beaucoup de questions. Nous travaillons sur le début du dépistage du cancer du sein. Nous avons travaillé dessus. La question qui nous est posée, qui peut vous paraître secondaire, mais qui n'est pas du tout scientifiquement, c'est est-ce qu'on se dit, au lieu d'être à moins de 45 ans, est-ce qu'on met 40 ans, est-ce qu'on met tel âge? Et donc, nous sommes en train de reprendre la littérature en fonction du nombre de cas, et nous le savons malheureusement qu'arrive de plus en plus chez des femmes jeunes, de moins de 40 ans, pour savoir à quel âge réellement cela a un sens de faire ce dépistage. Mais là, je me retourne peut-être vers le directeur général sur l'agenda, mais je pense que le cadrage devrait être validé là, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et donc c'est une réponse qui devrait être apportée au 4e trimestre 2026. Voilà, donc vous aurez la réponse. En ce qui concerne l'évaluation des pratiques professionnelles, je n'ai pas d'éléments sur les sociétés en question. Enfin, moi, de connaissance, nous n'avons pas été saisis ni informés de quoi que ce soit sur la suppression. Donc, nous n'avons pas été amenés à les évaluer et à rendre un avis. Sur les ratios, je laisse le directeur général que vous avez cité, que vous connaissez bien sûr le sujet, vous dire où on en est. Monsieur le sénateur, merci pour votre question. Comme vous l'avez souligné, c'est un changement de paradigme. En France, où il existait déjà on peut dire des ratios de sécurité au titre des conditions techniques de fonctionnement dans certains champs, mais là, on change de paradigme, et même en réalité en comparaison internationale, parce que des ratios
de qualité au sens large existe dans certains pays, mais l'approche par spécialité qui a été retenue par la loi, ce n'est pas l'approche retenue dans la majorité de ces pays qui raisonnent en ratios vraiment globaux. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau à imaginer, y compris par rapport à ceux qui ont fait des choses ressemblantes. Et nous, vraiment, la préoccupation par rapport à cette loi très nouvelle, c'est évidemment d'apporter une réponse qui applique la loi, de le faire de manière solide et de le faire dans des conditions acceptables pour ceux qui devront l'appliquer. Parce qu'il y a plusieurs manières de répondre, de raisonner pour fixer des ratios ou des fourchettes. En tout cas, il y a plusieurs manières de calibrer le dispositif. Il faut qu'on trouve la manière qui permette de garantir non seulement qu'on applique la loi de manière solide, mais qu'aussi on pense aux conditions d'appropriation et d'acceptation sur le terrain. Et donc nous, il y a trois démarches, trois priorités. La première, c'est la concertation. Donc dès la réception de la saisine, on a pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer à la fois dans les trois champs qui ont été identifiés, donc néonat, soins palliatifs et psychiatrie, ceux qui ont déjà réfléchi à la question ou ceux qui devront demain y faire face en conditions opérationnelles, donc la concertation. Deux, il y a des questions générales à cadrer. On ne peut pas foncer sur les ratios en soins palliatifs, les ratios en néonat. Il y a des questions générales d'application de la loi parce qu'on devra l'appliquer de manière cohérente à chaque secteur d'activité, à chaque spécialité. Comment prend-on en compte la notion de charge en soins? Comment on articule les ratios de sécurité qui peuvent exister, parfois au titre des conditions techniques de fonctionnement? Ratios globaux versus ratios par activité, etc. Il y a des questions vraiment générales et on veut les cadrer pour le mois de mars-avril. Et ensuite, une fois qu'on a ce cadrage un petit peu général, là, en revanche, on met sur des rails pour la fin de l'année de manière assez plausible sur néonat et soins palliatifs parce qu'on ne part pas de zéro. Il y a déjà beaucoup de travaux au titre des conditions techniques de fonctionnement et les établissements eux-mêmes, évidemment, appliquent déjà des ratios de fait dans de nombreuses situations. Sur la psychiatrie, qui est le troisième domaine sur lequel le ministère nous a saisi prioritairement, on ne part peut-être pas de zéro, mais on ne part pas de grand-chose en termes d'approche sur le sujet ratio de qualité, y compris en comparaison internationale, et le champ est vaste et complexe. Voilà. Donc c'est d'où les choix qui sont faits. Concertation, cadrage un peu général pour garantir la cohérence, et puis on carotte ensuite sur chacun des trois domaines avec un certain optimisme pour les deux que j'ai cités. En termes de calendrier. Peut-être pour compléter, si le président est d'accord, pour la sénatrice Pétrus, il y a quelque chose de nouveau sur tout ce qui est, on va dire, télésanté, notamment téléexpertise ou téléconsultation. Depuis 2023-2024, dans chaque nouvelle recommandation, dans chaque nouveau parcours clinique, diabète de type 2, AVC, on a maintenant un volet télémédecine. Comment on intègre la télémédecine? Donc, ce n'est pas propre à un territoire donné, mais ça peut évidemment, dans certains territoires, répondre à des problématiques particulières. Donc, désormais, c'est systématique d'intégrer ce volet-là. Je poursuis avec les questions de Madame la sénatrice Imbert. D'abord, sur l'accès précoce, vous savez que la France a été à la pointe sur l'accès précoce par rapport à l'Europe. Je n'ai pas de, je ne sais pas si c'est le directeur général, de tableau de ce qui se passe en Europe en termes de résultats, de chiffres, pour une comparaison européenne. Le seul pays qui a fait, en s'inspirant aussi de ce qui se passe en France, un choix à peu près comparable, ça peut être l'Espagne, où il y a également des voies d'accès dérogatoires avant même la différence de l'AMM. Dans les autres pays, on reste avec des systèmes différents sur du post-AMM, avec le système allemand où, vous savez, c'est pris en charge, puis on évalue après, et tous les autres systèmes où on évalue, et puis on prend en charge conformément au système français. Voilà peut-être l'élément de comparaison européenne, mais on est regardé de près. On est regardé de près aussi, le président en a parlé, sur le numérique, parce que la loi française a prévu PECAN, donc cette voie anticipée d'accès pour la télésurveillance sous les dispositifs médicaux numériques thérapeutiques. Et on a une coopération avec l'Allemagne, qui a elle aussi une voie d'accès un peu anticipée. On est les deux principaux pays pilotes en Europe, et on est en train d'échanger un peu nos pratiques pour comparer à la fois les critères et leur application, et ces échanges sont stimulants. Vous aviez abordé, Madame la sénatrice, la question de l'opposabilité hors du domaine des TSA. Pour nous, il y a un prisme. Il faut qu'on examine les critères importants qui devraient amener à recommander l'opposabilité. Premier critère, y a-t-il une perte de chance, comme on l'évoquait chez l'enfant, si ce que nous recommandons n'est pas appliqué? Et le deuxième critère, y a-t-il une hétérogénéité des pratiques dans notre pays? Parce qu'on peut très bien dire, il faut faire ce qu'est la recommandation de bonne pratique de HAS, mais il se trouve que vous le faites déjà, donc ça ne justifierait pas d'opposabilité. En revanche, s'il y a une hétérogénéité des pratiques, et c'est le cas dans la prise en charge, effectivement, au moins des TSA au sein des troubles du neurodéveloppement, la question se pose. Donc ça, c'est un point que nous examinons
à l'aune de ces deux critères essentiels. Alors, vous évoquez un sujet, alors je ne voudrais pas prendre trop de temps, c'est la lettre qu'a adressée le Premier ministre à plusieurs ministres, et dans lequel il y a, en ce qui concerne la ministre de la Santé, la formule « étudier la possibilité de rapprochement », j'insiste sur « étudier la possibilité de rapprochement », entre la HAS et la NSM, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des produits de santé. Donc c'est vraiment très très précis, c'est une étude. La dernière fois que nous sommes venus, non pas devant votre commission, mais au Sénat, c'était devant la commission d'enquête sur les opérateurs et les agences de l'État, où nous étions venus avec la NSM, en même temps, expliquer ce que nous faisions, les différences et tout. Moi, mon propos ici, pardonnez-moi, mais si je dis que c'est peut-être lié à mon âge et à mon expérience, là, je sors de ma casquette de président de la HAS. Notre pays a une opportunité extraordinaire, c'est d'avoir ces deux modèles d'évaluation. On évalue l'autorisation de mise sur le marché et derrière les questions de sécurité sanitaire et la pharmacovigilance par une agence sous tutelle ministérielle. Et on évalue ce qui relève du remboursement, c'est-à-dire de la pertinence clinique, qui n'est pas du tout la même question. Un médicament, et ça répond un peu en partie déjà à une question du sénateur Fichet, un médicament peut avoir une autorisation de mise sur le marché. L'ANSM considère qu'il a des bénéfices par rapport au risque, mais nous pouvons dire, très bien, mais il n'a pas à être remboursé. Parce que nous considérons que dans la stratégie thérapeutique, ce médicament n'apporte pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un médicament. Alors, on pourrait avoir un débat là-dessus. Un médicament qui a un peu défrayé la chronique, c'est lorsque nous avons donné un avis de non-remboursement d'un médicament anti-Alzheimer il y a quelques mois, alors qu'il y avait une AMM. Mais nous considérions que la pertinence clinique était extrêmement faible et qu'au regard, il y avait des risques, en l'occurrence d'hémorragie cérébrale ou d'atrophie cérébrale, qui faisaient que nous ne pouvions pas nous engager dans une logique de remboursement. Donc ce sont deux métiers différents. Le législateur, à plusieurs reprises, s'est prononcé, et notamment lorsqu'a été créée la NSM, sur le fait du débat qui a été relancé HAS-ANSM. Et l'argument fort qui a été de dire, mais attendez, pour la sécurité sanitaire, il est important qu'il y ait deux avis indépendants. Il y a réellement l'avis de la NSM qui est là pour ça. Et puis, il faut regarder ce que dit derrière sur le remboursement la HAS. Parce que même si elle le dit sur le remboursement, quand elle dit qu'il peut y avoir un problème, c'est quand même un deuxième avis important pour le ministre, je veux dire, sur un produit qu'il va rendre disponible ou qu'il ne va pas rendre disponible. Donc là, il ne faut pas oublier cette notion-là. Enfin, le modèle dual, c'est le modèle européen et c'est même le modèle international. Au sein des 27 pays de l'Union européenne aujourd'hui, seuls le Portugal et la République tchèque ont une même agence pour assurer les deux missions. Seuls. Le cas de l'Espagne et l'Italie sont des cas différents parce qu'ils ont une organisation régionale, donc on ne peut pas, à mon avis, comparer de la même façon. C'est-à-dire que vous avez donc, sur 23 des 27 pays de l'Union européenne, ce modèle-là, qui est le modèle allemand de l'IQWIC. Si on sort de l'Union européenne, c'est le modèle du Royaume-Uni, où il y a le NICE d'un côté qui fait ce que fait la HAS et une agence indépendante autre qui fait ce que fait la NSM. C'est le cas de la Suisse, hors de l'Union européenne, et on peut aller même jusqu'au Québec, où c'est la même chose. C'est-à-dire il y a un modèle international dans lequel il est apparu important que ce soit deux structures indépendantes l'une de l'autre, qui assurent l'une, on va dire, ce qui est l'autorisation de mise sur le marché et la pharmacovigilance, et l'autre, ce qui est cliniquement pertinent et ce qui doit être remboursé ou non, pris en charge. Donc là, mais je pourrais le développer plus avant, si vous voulez, mais c'est simplement pour donner ce cadre général. Cela étant, on nous demande d'étudier la possibilité de rapprochement. La logique veut que nous devrions avoir une mission IGAS qui va examiner ces points-là et sur lesquels nous sommes évidemment à la disposition de l'IGAS là-dessus. Il peut y avoir effectivement des synergies que nous pouvons mutualiser. Mais ceux qui pensent que nous allons gagner du temps, que les industriels vont gagner du temps, des délais moindres, se trompent lourdement, car les textes sont dans les règlements européens. Ce n'est pas nous qui fixons le délai, ce sont des règlements européens, que ce soit par l'Agence européenne du médicament ou que ce soit l'évaluation que nous faisons. Donc là-dessus, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de modification du tout. Mais je suis vraiment plus qu'à disposition pour échanger encore plus si vous le souhaitez. Madame la sénatrice Devesa, sur les écrans, sur la santé des mineurs, nous n'avons pas travaillé, à ma connaissance, sur les écrans. Je me retourne vers notre directeur général, sinon, heureusement que nous sommes deux pour nous en assurer. Mais c'est un sujet que nous pourrions prendre, qui est la question de l'addiction aux écrans, d'une part, et d'autre part, le risque, effectivement, sur la santé mentale des jeunes. Nous n'avons pas été saisis.
là-dessus, donc que vous le sachiez. Voilà. Dernier point pour vous, monsieur le sénateur Fichet, sur ce que vous dites, un médicament non certifié. Il faut qu'on se mette bien d'accord sur ce que ça signifie. Il n'est pas rare que je sois amené à recevoir des associations de patients à la chaise, comme je reçois des industriels à la chaise pour parler de ce qui est, et qui me disent comment ça se fait, ce médicament, il est en Allemagne, il n'est pas en France. Et depuis que je suis là, j'observe qu'il s'agit de médicaments qui ont en France l'autorisation de mise sur le marché. Certains médicaments, c'est une association que j'ai vue il y a 10 jours, ce médicament qu'ils souhaitaient, nous lui avons mis un service médical rendu important. Ça veut dire qu'il est remboursable à 65%. Mais l'industriel ne le met pas sur le marché. Et l'industriel ne le met pas sur le marché parce que nous avons mis ce qu'on appelle une ASMR 5, c'est-à-dire une amélioration du service médical rendu de niveau 5. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration démontrée du service médical par rapport aux autres médicaments existants. Donc dès lors, l'industriel considère qu'il ne peut pas négocier le prix au niveau qui est le sien et il préfère ne pas le mettre sur le marché. Donc je veux vraiment qu'on insiste, beaucoup de produits ne sont pas disponibles alors qu'ils sont disponibles par l'AMM et qu'ils sont remboursables. La question n'est pas là. Je le sais. Alors, dans le cas précis des marinas, alors, je me trompe peut-être, mais n'est-ce pas ce laboratoire qui utilise des produits issus des vers marins, justement, c'est ça, hein, pour la cicatrisation. Je suis désolé, je ne sais pas si il a été évalué par la HAS ou non, mais je vais regarder. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Monsieur le Président. On continue avec Élisabeth Doineau. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier à mon tour Monsieur le Président de la HAS et son directeur pour tous ces éclairages qui concernent beaucoup de sujets. Moi, je m'arrêterai à un sujet en particulier. Vous avez parlé d'un service d'évaluation économique, mais est-ce qu'il y a un service d'évaluation sanitaire en quelque sorte? Je précise ma pensée parce que sur les dispositifs médicaux, j'ai eu l'occasion de m'exprimer au moment des débats sur le budget, sur l'arrivée de prothèses dentaires de l'étranger, de Chine et maintenant même d'Inde, dont on ne connaît absolument pas les composants. Mais il y a d'autres prothèses et d'autres orthèses aussi qui viennent de l'étranger. Je pense notamment aux orthèses d'avancée mandibulaire qui viennent de Manille, qui sont fabriquées à Manille, alors qu'en France, on a les capacités de fabriquer tout ça. Et donc, moi, je me dis que c'est tout un modèle de souveraineté industrielle là, qui part, mais c'est surtout en termes sanitaires. Est-ce qu'on vérifie les composants de l'ensemble de ces dispositifs médicaux qui viennent de l'étranger et qui sont vendus au marché, mais comme des légumes ou des fruits? Merci beaucoup. La parole à Laurence Muller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'ai deux questions. La première sur l'utilisation du fluorure de sodium dans les soins dentaires. Le 18 décembre 2025, l'ANSES a classé le fluorure de sodium, qui est présent dans la majorité des dentifrices, comme perturbateur endocrinien pour la santé humaine et comme substance toxique pour la reproduction. Mais le fluor est également utilisé pour les soins dentaires, sur lesquels la HAS a été saisie. Elle a rendu le 11 décembre dernier un avis sur le remboursement des actes de soins dentaires, notamment pour les caries. En revanche, elle n'a pas été saisie sur l'utilisation du fluorure dans ces différents traitements. Est-ce que cette toxicité sur la santé, reconnue en décembre dernier par l'ANSES, pourrait faire l'objet d'un avis de votre côté sur l'utilisation en soins dentaires? De manière plus générale, comment les alertes de l'ANSES sont-elles prises en compte dans les travaux de la HAS et sur les soins dentaires, notamment parce qu'il y a des programmes pédagogiques dans le milieu scolaire? Ma deuxième question porte sur la décision de la HAS concernant le remboursement intégral de l'Efluelda, le vaccin de Sanofi contre la grippe. La HAS avait refusé au motif qu'il coûtait 2 fois plus cher que les autres vaccins, sans apporter plus d'efficacité. C'est ce que vous nous avez juste précisé tout à l'heure, sans pertinence clinique identifiée. Or, la Haute Autorité de Santé est revenue sur cet avis au printemps 2025. Par ailleurs, elle a recommandé de privilégier Efluelda chez les plus âgés, catégorie pour laquelle le vaccin est le moins efficace, puisqu'il est autour de 27%, chiffre de la Santé publique France de décembre dernier. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce changement de recommandation? Et puis aussi une question concernant le groupe de travail sur l'obligation vaccinale contre la grippe qui a été voté à l'automne au Sénat. Merci. Merci bien. Je demande la parole maintenant à Anne Suris.
Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président de la HAS et son directeur de cette présence, de votre présence, et aussi du travail très important fait par la HAS. J'espère que cela continuera de la même manière, de manière indépendante et pleine comme aujourd'hui. En tout cas, j'ai quelques questions sur vos sujets. D'abord, la question de la certification générale. Il y a des critères que je ne connais pas, en tout cas. Est-ce que vous avez des critères sur la santé environnementale, par exemple? Je ne l'ai pas du tout entendu dans ce que vous disiez. Je sais que vous aviez, à un moment donné, fait une feuille de route sur la santé environnement, avec pas mal d'objectifs. Est-ce que vous avez là-dessus avancé? Est-ce que vous avez une avancée dans les objectifs? Où est-ce que ça en est précisément? Dans la feuille de route, vous n'aviez pas du tout, d'ailleurs, toujours sur la question de la santé environnementale, vous n'aviez pas évoqué la question de One Health, une seule santé. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Et est-ce que finalement vous l'avez intégré à cette question pour voir aussi si, en termes d'évaluation et de recommandation, c'est quelque chose qui vous semble dans les critères pertinents? Sur la question de la psychiatrie, qui a aussi, comme vous le savez, beaucoup d'importance, et beaucoup de problèmes en ce moment, c'est une question particulière, mais est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des établissements psychiatriques qui ne soient pas certifiés? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et mon collègue avait parlé des SECPA tout à l'heure. Sur la question des SECPA, comme d'ailleurs les questions des HSA, c'est-à-dire en fait des expérimentations qui sont en vigueur et qui ont des évaluations positives. Est-ce que, dans les deux cas, est-ce que vous avez émis, vous, des recommandations et est-ce que vous suivez ces questions-là pour voir comment, que ce soit les SECPA, pour le coup, c'est beaucoup plus général qu'évidemment les haltes soins addiction, mais c'est effectivement ce qui est en danger actuellement, alors qu'il me semble que les évaluations étaient positives, donc j'y reviens, et touche une partie de la population particulièrement hors du système de soins, ce qui fait que c'était même demandé par la CNAM et par la Sécurité sociale, donc c'était quelque chose qui a finalement été plutôt applaudi par tout le monde. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur ces évaluations-là, et de la même manière sur les haltes soins addiction, est-ce que on vous a demandé votre avis? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Khalifé Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre intervention. Et je voulais saluer l'action de l'HAS que j'ai connue avant l'HAS et après l'HAS. Et on se retrouve aujourd'hui avec un certain nombre de questions, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, s'il y a une agence de l'État qui doit rester et évoluer, c'est bien l'HAS. C'est pas du faillotage, c'est vraiment sincère de ma part. Non, alors j'ai quand même... Question, monsieur le sénateur, votre question. J'essaie de réveiller certains. Oui, non. Alors, sérieux, voilà. J'ai 4 questions à poser, mais qui sont très très rapides. La baisse de la recherche clinique en France, au profit, semble-t-il, de l'Espagne, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ça, c'est ma première question. La deuxième, on travaille avec quelques collègues sur la reprise du travail. Vous savez, les indemnités journalières font partie des soucis que nous avons en matière financière. Donc, on travaille sur la reprise du travail dans des maladies chroniques en général, insuffisance cardiaque en particulier. Est-ce que vous avez été saisi de ce type de demande? La troisième concerne les bonnes pratiques et l'efficience. À l'heure où on parle de financiarisation de la médecine et de pertinence des soins, est-ce que vous avez un travail spécifique là-dessus? Je pose cette question d'autant plus que vous avez dit que vous avez remis en place la cellule d'évaluation économique à l'agence. Et dans la même question, est-ce que vous avez des liens indépendants, certes, mais est-ce que vous avez des liens avec la sécurité sociale? Merci. Pardon?
Merci. La parole à Martin Lévrier. Merci, messieurs les présidents, l'un pour me donner la parole et le second pour la pertinence de ses réponses et de son exposé. Trois questions. Le premier concerne plus le fait que la France n'est pas une île et en particulier les relations avec les États-Unis. Le changement de philosophie clairement affiché de système de santé ou de la politique de santé, j'ai plutôt dire comme ça aux États-Unis, a-t-elle une influence justement sur la recherche médicale, sur les évolutions des laboratoires en France ou en Europe et comment vous envisagez les relations avec ce pays désormais. Sur l'Europe, en fonction de ce que vous avez dit, j'ai été un peu surpris parce que donc si j'ai bien compris, aujourd'hui il y a un travail en commun et des réflexions pour délivrer des certificats aux médicaments au niveau européen qui demandent énormément plus de travail que quand c'était par vous-même. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le problème dans l'autre sens, créer d'abord un cahier des charges, j'allais dire, européen qui tire la synthèse de l'ensemble des pays et donc qui devrait faire gagner du temps, plutôt que d'arriver à un système qui me donne le sentiment d'être exactement l'inverse de ce qui nous ferait gagner du temps et de l'efficacité. Puis le dernier point, la question a été volée, mais brillamment par mon collègue Fichet, concerne ce fameux pansement de soins d'écran brûlé. Et je poserai la question un peu différemment, parce que moi j'ai été alerté, j'ai 3 jeunes dans mon département qui sont concernés par cette grave crise, enfin ce grave problème. Et je me posais la question, comment, quand on connaît un soin qui a l'air de vraiment fonctionner dans un cas de crise ou de catastrophe tel qu'il s'est passé à Crans-Montana, peut-on accélérer ou agir ou tenter quelque chose, sachant qu'on a quelque chose juste à côté de nous, puisque c'est le CHU de Nantes qui l'a expérimenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue avec Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous en avez brièvement... Je suis là-bas. Vous en avez je suis ici, pardon. Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. Donc, les résultats des évaluations des EHPAD tels qu'analysés par le think tank Matière Grise et commentés par la Fédération hospitalière de France révèlent des écarts de cotation entre les établissements publics et privés, avec une surreprésentation des établissements privés commerciaux dans les notes maximales. Les études montrent également que les tarifs plus élevés des EHPAD privés lucratifs ne sont pas corrélés à une meilleure qualité de l'accompagnement ou des soins, bien au contraire. Dans certains cas, ils s'accompagnent même d'une fréquence accrue d'hospitalisation potentiellement évitable. De fait, l'évaluation actuelle centrée sur les processus plutôt que sur les résultats concrets pour les résidents pénalise les établissements publics qui accueillent souvent des personnes aux revenus plus modestes et disposent de moins de moyens pour se conformer à des procédures administratives coûteuses. Or, l'évaluation des EHPAD repose aujourd'hui sur de tels critères principalement administratifs et procéduraux, tels que la traçabilité des processus ou la conformité des dossiers, et qui favorise mécaniquement les établissements privés disposant de cellules de qualité dédiées. Il apparaît donc aujourd'hui que la capacité des établissements à produire des documents est au cœur de l'évaluation des établissements, ce qui ne semble pas équitable pour le public ni pour les usagers, au moyen de critères qui ne mesurent ni l'état de santé des résidents, ni la prévention des chutes ou la dénutrition, ni même la qualité des relations humaines, pourtant essentielles au bien-être des personnes âgées. Dans ce contexte, comment la HAS compte-t-elle réviser ses critères d'évaluation pour garantir une équité réelle entre les établissements, en intégrant des indicateurs centrés sur l'impact réel pour les usagers, tels que le taux de chute, la dénutrition ou la qualité des relations humaines, et en mettant fin à une approche qui aujourd'hui semble avantager les structures les mieux dotées financièrement, plutôt que celles qui offrent le meilleur service aux résidents. Merci beaucoup. Et donc je termine pour cette deuxième tournée par Laurent Burgois, à qui je souhaite un très bon anniversaire d'ailleurs au passage. Bon. Donc, oui. Merci, Monsieur le Président. Je vous rassure, pour l'instant, la santé, ça va, mais voilà. Merci, Monsieur le Président de la Haute Autorité, pour vos propos. Moi, j'aimerais vous interroger sur l'intelligence artificielle qui est de plus en plus prégnante dans notre société. Alors, j'ai vu que dans votre programme de travail 2025-2030, c'était inscrit comme tel.
Est-ce que vous pourriez nous dire vos premières pistes de réflexion, si vous en avez à ce stade-là? Et est-ce que, deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra ou qu'il faudrait quand même conserver un minimum d'humain par rapport à l'intelligence artificielle? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Nous allons répondre à toutes vos questions et je vais essayer de le faire le plus brièvement possible et le directeur général aussi. Pour Madame Müller-Braun, sur la question du fluorure de sodium dans les soins dentaires, je vais être très bref, ça pose la question beaucoup plus générale de l'évaluation et de la réévaluation par la HAS. Or, nous réévaluons les produits dans deux situations. Soit on nous le demande, mais alors nous demandons qu'il y ait des données nouvelles qui justifient, soit il y a des situations comme celles que vous décrivez et qui peuvent conduire de notre part à une réévaluation. Aujourd'hui, comme vous l'avez fait remarquer, on ne l'a pas évalué. On ne nous l'a pas demandé d'évaluer le fluorure de sodium, donc on ne l'évoque pas dans les caries dentaires. Vous avez vu notre document, donc je suis désolé de ne pas pouvoir aller plus avant. Vous avez évoqué, je ne voudrais pas me tromper, un autre sujet qui était le sujet de... C'est vous-même qui avez posé la question sur l'obligation vaccinale, c'est ça même, et sur Effluelda. Alors, je vais être très clair sur l'histoire d'Effluelda pour que tout le monde soit bien au courant. Effluelda est un vaccin contre la grippe qu'on qualifie de vaccin augmenté parce qu'il y a une quantité, on va dire, d'antigènes supérieure à ce que ça devrait être. C'est un vaccin qui nous est proposé régulièrement à la HAS depuis 5, 6, 10 ans et dans lequel, moins de 10 ans, je pense que ça a dû être débuté du temps de la présidence de la HAS par Madame Agnès Buzyn. Donc ça fait déjà un moment. Jusque-là, la HAS ne jugeant que sur des données, a considéré qu'il n'était pas logique, qu'il n'y avait pas d'argument pour en faire une recommandation préférentielle ou pour lui donner une amélioration du service médical rendu plus important. Il se trouve qu'il y a des données nouvelles et qui sont de deux ordres, qui sont des données scientifiques. Je rappelle quand même que l'été dernier, un article dans le New England Journal of Medicine et un autre dans le Lancet étaient en faveur de l'efficacité, effectivement, de ce produit Effluelda. Donc, il y a des données nouvelles qui le comparent. L'effet d'Effluelda est un effet modeste, mais réel, et qui, lorsqu'on raisonne en termes d'intérêt de santé publique sur une large population, a réellement des conséquences de protection. Donc c'est ce qui nous a conduit à donner un avis d'une recommandation préférentielle. L'argument de prix est un argument que nous ne prenons pas en compte, mais que nous n'avons jamais pris en compte, je voudrais dire, lorsqu'on fait une évaluation scientifique. Il y a l'évaluation médico-économique en l'occurrence, l'évaluation scientifique ne repose pas là-dessus. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà sur Effluelda, et puis j'ajouterais que de mémoire, je dirais 10 des 15 pays de 15 pays de l'Union européenne le mettent en recommandation préférentielle quand même, hein, l'Effluelda. Nous ne sommes pas les seuls là-dessus. Puis je citerai encore le NICE qui est hors Union européenne, donc le Royaume-Uni qui le place aussi. Donc on sait le niveau d'exigence qu'il y a en Angleterre et couplé avec des considérations médico-économiques. C'est juste un commentaire général. Alors le groupe de travail obligation vaccinale. Oui, nous avons été saisis suite à la LFSS justement pour 2026, où nous devons rendre un avis sur l'obligation vaccinale des professionnels de santé contre la grippe, d'une manière qui élargit même au-delà des professionnels en établissement, puisqu'on évoque même la question des résidents en EHPAD, pour simplifier. Nous constituons le groupe de travail et nous rendrons notre avis, on va dire en avril. Je me retourne vers le directeur général, je pense qu'on les rendra en avril. Voilà, donc le groupe se constitue. Vous faites allusion à un élément d'actualité, je pense, qu'il y a eu autour. Bien, alors on va être très clair. Le groupe de travail, comment est constitué un groupe de travail? Il y a un appel à candidature. Et il se trouve que dans le cadre de l'appel à candidature, nous cherchons à équilibrer les compétences, également qu'il y ait une parité autant que possible, et qu'il y ait également un équilibre Paris-Province, comme on disait avant, c'est-à-dire Île-de-France et le reste de la France. Bien. Dans ce cadre-là, un candidat s'est présenté, a été retenu sur la liste, et nous n'avions que ces trois éléments, qu'il était homme, médecin, Île-de-France, et nous avions sa déclaration d'intérêt que nous exigeons et qui était vierge. Bien. Il se trouve que nous avons appris dans les heures qui ont suivi, puisqu'il avait fait lui-même la déclaration qu'il était membre. Je rappelle qu'en tant que président de la HAS, je ne connais pas la constitution des groupes de travail du tout, en amont. Je ne la connais qu'une fois que tout le travail est terminé, parce que c'est aussi de l'indépendance. Or, il s'avère que la difficulté était la suivante. Pour qu'on travaille bien dans un groupe de travail, il faut que plusieurs conditions soient réunies. D'abord, il faut qu'il y ait toutes les thèses, tous les avis, toutes les opinions. Et je peux déjà vous dire, parce que je me suis renseigné, qu'il y a des personnes qui sont
fondamentalement opposés à l'obligation vaccinale et qui sont dans le groupe de travail. Donc ce n'est sûrement pas sur ce critère-là que nous enlevons quelqu'un. Mais nous voulons que les personnes puissent travailler dans la sérénité. Une particularité de l'enceinte dans laquelle nous sommes, c'est le respect qu'on assiste aux échanges qu'il y a entre vous, sénateurs et sénatrices, et également ce qui relève des civilités. Pour nous, ça doit être de même au sein d'un groupe de travail. Parce qu'il faut que dans le groupe de travail, chacun puisse s'exprimer, être entendu, et qu'il n'y ait pas le lendemain quelqu'un qui, par des tweets, apparaisse, d'abord pouvant dire ce qui s'est passé dans le groupe de travail, parce qu'il y a quand même un devoir de réserve et de confidentialité, et être dans un discours partisan à l'extrême, voire véhément. Il se trouve que la personne que nous avons retirée s'est largement exprimée par ses positions très claires, pas tant sur l'obligation vaccinale que sur la manière dont il agissait. Une forme de dogmatisme, d'attaque et tout. Ça nous a conduit à dire qu'il est préférable, dans l'intérêt et la sérénité des travaux, que cette personne quitte le groupe de travail. En revanche, cette personne peut être consultée, car il y aura une consultation publique et il pourra totalement apporter une contribution. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu précisément à votre question. Un mot, je vais laisser le directeur général répondre à Madame Zurin sur la santé environnementale. Et à Madame Doineau aussi. Sur les prothèses dentaires dont on parlait, donc on a été informé de cette situation, mais nous, donc là, on est sur un sujet pur de matériaux-vigilance, donc qui relève de la NSM. Nous, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir si on avait évalué ces prothèses-là. Celles-là, non, on ne les a pas vues. Mais évidemment, c'est ce type d'information que si on en a connaissance au moment d'une évaluation, évidemment, on prend en compte. Et vous imaginez avec quelles conclusions dans ce cas-là. Et pour vous rassurer, en effet, on a recréé un service d'évaluation économique parce que tout ce qui est évaluation technique, évaluation du bénéfice clinique, etc., c'est dans les services qui existaient déjà, service d'évaluation du médicament, du dispositif médical, service d'évaluation des actes. Voilà, donc on a rajouté quelque chose, on n'a rien enlevé, bien entendu, dans notre capacité d'évaluation. Sur la santé-environnement, donc, on a beaucoup avancé depuis la dernière fois sur quatre tableaux. D'abord, sur la réflexion, en lien aussi avec des équipes de recherche, en lien avec la CNAM ou d'autres administrations, sur la possibilité, si oui, comment intégrer ce type de considération environnementale dans l'évaluation du produit de santé. C'est pas évident, parce que l'évaluation du produit de santé, c'est son bénéfice clinique, est-ce qu'il y a un impact organisationnel, est-ce que finalement, on accepterait qu'on dise non à la prise en charge d'un médicament qui a un bénéfice clinique, qui a une valeur ajoutée thérapeutique nette, mais qui ne cocherait pas certaines cases en termes de santé-environnement. Donc c'est une question vraiment très délicate, avec des prolongements internationaux. Donc là, on a une note de cadrage qui est en cours de finalisation pour voir comment avancer. Mais c'est un sujet compliqué. Là où on a des résultats déjà très concrets, c'est sur la certification des établissements, des établissements de santé ou l'évaluation des ESSMS, où on a dans le référentiel hôpitaux 3 critères sur la réflexion autour de l'éco-conception des soins ou l'engagement très concret dans des démarches d'éco-conception des soins et également la prise en compte des sujets de transition environnementale dans la politique de l'établissement. Donc là, on a des critères qui sont mis en œuvre sur le terrain et on fera un bilan d'étape dès qu'on aura une masse critique d'évaluation, de certification. On a également un critère côté ESSMS. On progresse également par le biais de l'accréditation des spécialités à risque. Par exemple, sur l'éco-conception au bloc opératoire. On a des démarches vraiment très intéressantes qu'on valorise avec les spécialités concernées. Et puis, dernier élément, on a de plus en plus de travaux en lien étroit avec la DGS ou avec l'ANSES sur la prise en charge des conséquences de problématiques de santé-environnement. On a rendu des travaux il y a quelques mois sur le cadmium, par exemple. On va rendre dans quelques semaines nos travaux, nos recommandations sur la chlordécone. Et il y a une question qui se pose, mais on a à ce stade pas encore les données pour avancer, mais on essaie de les anticiper, sur les PFAS, du moins sur certains des PFAS. Donc c'est vrai que ça occupe une place croissante dans nos travaux. Peut-être répondre sur l'évaluation des ESSMS et les constats que vous avez faits, qui sont des constats qu'on a faits. Les objectifs, nous on les partage, les objectifs c'est évidemment que l'accompagnement soit conforme à l'éthique de l'accompagnement. Et donc, ça ne peut pas se résumer uniquement, bien entendu, à une loupe sur est-ce qu'il y a une traçabilité documentaire du process qualité. On partage entièrement ça. Je rappelle le contexte. Ce n'est pas la HAS qui évalue. La HAS, elle fait le référentiel d'évaluation et elle fait un cahier des charges au vu duquel le COFRAC accrédite des organismes d'évaluation, qui sont des organismes privés,
qui nouent des relations contractuelles avec les établissements évalués, à un prix libre d'ailleurs. Et donc, il y a un contexte dans lequel, en effet, on a observé qu'il y avait des dérives. Pas de tous les organismes d'évaluation, pas tous les évaluateurs, mais d'un certain nombre. Et une de ces dérives, notamment, celle que vous avez dite, c'est que normalement, quand on évalue, soit un EHPAD ou un foyer de jeunes travailleurs, quand on évalue un accompagnement, il y a un trépied. Bien sûr, quand même, il faut regarder la traçabilité, parce que c'est une garantie quand même que des questions se sont posées et qu'on sait rendre de compte aux personnes. Donc la traçabilité est importante. Mais c'est qu'un des éléments, les documents. Il y a aussi l'observation, observer ce qui se passe tout simplement, prendre du temps pour voir la vie dans l'établissement, et puis les entretiens avec les personnes. C'est ça qui est novateur dans ce qu'on a conçu à partir de 2023, c'est que tout part des échanges avec les personnes accompagnées elles-mêmes, pour cueillir leur point de vue sur leur propre accompagnement. Donc il y a un trépied. Et on a constaté en effet que dans certains cas, un des pieds du trépied avait une trop forte pondération. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a recadré les pratiques, y compris les pratiques en termes de temps de visite. Parce que quand on avait des EHPAD avec simplement un jour ou un jour et demi d'évaluation, en un jour et demi, on n'a pas le temps, évidemment, d'observer ou le temps de s'entretenir. Donc on a recadré en disant une évaluation, même dans un petit établissement, c'est pas moins de 2 jours. Et s'il faut, évidemment, c'est plus. Donc on a accroché ça par le temps. Ensuite, on a recadré également par l'application du référentiel. Parce que le référentiel, il est national, il est unique et c'est très bien. En revanche, il y a des situations, des contextes, on en parlait avec la sénatrice Pétrus tout à l'heure, il y a des contextes extrêmement variés. Et donc il faut un temps de contextualisation et d'adaptation. Il y a un critère sur le circuit du médicament, évidemment. S'il y a un service d'accompagnement non médicalisé, il ne faut pas l'appliquer tel quel, bien entendu. Donc nous, on a un travail sur l'adaptation du référentiel et donc on donne des consignes aux organismes d'évaluation. Et puis, on a aussi quelque chose de très important qui va être la révision du référentiel et du cahier des charges. On est sur un exercice quinquennal. Donc là, on est à peu près à 3 années après le démarrage du premier cycle. On va déjà commencer à travailler dans les prochaines semaines sur le prochain référentiel qui s'appliquera en 2028 et sur le cahier des charges. Le cahier des charges qui devra être renforcé pour que le COFRAC, si besoin est, mette fin ou recadre lui-même dans ses pouvoirs d'inspection les organismes d'évaluation qui ne seraient pas conformes à la philosophie que vous avez indiquée et qui est celle, en effet, qui est fondamentale dans ce dispositif pour qu'il atteigne ce qu'on attend de lui. Voilà. Sur l'intelligence artificielle, il faut éviter 2 grands écueils. Il faut éviter le solutionnisme technologique. On peut le faire, on le fait, c'est bien parce qu'on peut le faire, qui est, dans le champ du numérique comme dans d'autres champs, une pente dangereuse, toujours. En même temps, il ne faut pas rater un certain nombre d'opportunités ou de bénéfices considérables qui sont de plusieurs ordres. Ça peut améliorer la précision d'actes de dépistage ou de diagnostic. Ça peut aussi contribuer sur l'accès aux soins dans des territoires où vous n'avez pas la ressource. Si, à l'accueil aux urgences, il y a un logiciel qui aide à interpréter une fracture, alors même que vous n'avez pas le radiologue à certaines heures, et que l'IA peut apporter des premiers éléments de dépistage, ça peut aussi aider en termes d'accès. Ça peut aussi décharger les soignants de certaines tâches. Donc il y a des bénéfices, et puis il faut éviter la pente du solutionnisme technologique. Donc nous, on y travaille comment? On y travaille avec nos méthodes habituelles, c'est-à-dire avec les professionnels de terrain et avec la littérature scientifique. Qu'est-ce que les preuves nous disent de ce que ça apporte et de ce qui relèverait d'un miroir aux alouettes, voire d'effets pervers. Et donc là, on a publié, par exemple, en octobre dernier, des premières clés d'usage de l'IA générative, parce qu'on sait que beaucoup de soignants utilisent l'IA générative, je ne citerai pas de grands noms de marques, des patients aussi utilisent l'IA générative et arrivent chez le professionnel de santé en ayant déjà une première idée. Bon, donc il faut aider les professionnels et les patients avec ça. On a également des travaux en lien avec la CNIL qu'on est en train de nouer, donc des travaux conjoints avec la CNIL, pour donner un mode d'emploi complet aux établissements et aux professionnels qui ont des obligations avec le RGPD, avec le règlement IA européen, qui ont également une déontologie professionnelle, donc pour intégrer toutes ces dimensions, les obligations réglementaires et puis les bonnes pratiques professionnelles sur comment on intègre l'IA dans les pratiques. Donc ça, ce sont des travaux que la CNIL et nous allons mettre en consultation publique très prochainement pour un aboutissement dans quelques mois. Donc nous avons des belles recommandations vraiment très globales sur ce sujet bâti avec des professionnels de terrain. Je voudrais juste répondre à Mme Zury sur la question de la certification en psychiatrie. Quand on prend le 5e cycle, qui s'est terminé sur 4 ans, je vous ai donné globalement les chiffres en France.
tout établissement confondu. Et je vous ai donné le chiffre, je crois, de 3,7% d'établissements non certifiés. Si on regarde juste les établissements de psychiatrie, on est à peu près 1% de plus de non certifiés, c'était à peu près 4,7%. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'établissements, pourcentage psychiatrie non certifiés que les autres. Si je vais de l'autre côté du spectre, sur les établissements qui sont très très bien certifiés, ce qu'on appelle haute qualité des soins, c'est presque 24% de l'ensemble de nos établissements en France. Quasiment 1 sur 4 et haute qualité des soins, c'est à peu près 18% en psychiatrie. 18% en psychiatrie. Et en certifié sous condition, il y a un petit peu plus également en psychiatrie. C'est-à-dire que si je prends globalement tous les établissements de santé français, il y en a 90,5% qui sont certifiés aujourd'hui. Si je prends que les établissements de psychiatrie, on est de l'ordre de 87%. Je peux arrondir là-dessus. C'est-à-dire que le chiffre n'est pas mauvais. Mais effectivement, les données sont légèrement moins bonnes que celles de la moyenne générale des établissements. Juste pour répondre sur ce point, Monsieur Khalifé, d'abord merci, Monsieur le Sénateur, pour vos soutiens à la HAS. Merci beaucoup. Vous soulevez la question de la baisse de la recherche clinique en France. La question, c'est la baisse des inclusions de patients dans les essais cliniques en France, me semble-t-il. Enfin, il y a deux questions différentes. Nous n'intervenons pas, n'avons pas de mission de recherche à la HAS, mais nous voyons les chiffres qui montrent effectivement cette diminution. En revanche, nous, on se pose une autre question sur les essais cliniques. C'est que vous devez le savoir, il y a de plus en plus d'essais cliniques en Asie. Et nous avons de plus en plus, dans les données qui nous sont présentées des laboratoires, des populations asiatiques qui deviennent très importantes en pourcentage. Vous allez me dire, où est le problème ? On veut s'assurer qu'une population non asiatique a exactement les mêmes résultats d'efficacité sur un produit que ces populations asiatiques. Donc ça, c'est un de nos soucis actuels sur lesquels nous travaillons pour nous en assurer. La reprise du travail dans les maladies chroniques. À ma connaissance, on n'a pas travaillé là-dessus. En revanche, nous avons été amenés récemment à rendre un avis sur la durée des arrêts de travail, en l'occurrence dans les épisodes dépressifs. Et nous avons rendu notre avis. Qui nous avait saisi ? C'était l'assurance maladie. Donc, pour vous dire, donc on a rendu un avis pour dire que ce n'était pas aussi simple que ça de donner un délai formel dès lors qu'il y a une telle singularité, je veux dire, des patients. Donc, que vous le sachiez. Donc, on a les liens. Monsieur Lévrier, sur les relations avec les États-Unis, on va être clair. Je ne fais aucun déplacement à l'extérieur parce que j'estime qu'il y a beaucoup de travail à l'HAS, mais j'avais prévu un déplacement à l'extérieur aux États-Unis en octobre dernier. Et les organisateurs de ce déplacement, qui étaient du côté américain, se sont rendus compte qu'il y avait des élections présidentielles en novembre, et donc le déplacement a été annulé, et à ce jour, il est reporté sine die. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation, vu la réorganisation de la FDA, il n'y a pas d'HAS aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie, je veux dire, sur notre modèle là-dedans. Mais tous ceux qui évaluent nous intéressaient, c'est reporté. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et c'est reporté de notre côté, parce que nous n'avons pas d'éléments pour dire quels vont être nos interlocuteurs et sur quoi nous serions susceptibles de travailler. Voilà, que les choses soient claires. Votre remarque sur l'Europe et le cahier des charges, oui, nous avons bâti un cahier des charges. L'Europe l'a bâti, mais c'est justement ce cahier des charges qui fait que nous avons un travail beaucoup plus long que ce que c'était auparavant. Merci beaucoup. Et dernière tournée, je donne la parole à Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de l'HAS. Donc vous avez répondu à certaines questions que je voulais poser, notamment entre la NSM et l'HAS, qui pouvaient apparaître en doublon. Et vous avez dit que vous aviez aussi, bien sûr, la mission d'évaluer les établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc là, je voudrais poser deux questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger ou inciter fortement les personnels à avoir une vaccination Covid-grippe ? Parce qu'il n'y en a quand même que 25% aussi dans les hôpitaux, mais notamment dans les EHPAD, ce qui quand même est assez catastrophique, parce que les personnes qui sont dans les EHPAD sont très fragiles. Deuxièmement, dans vos évaluations, est-ce que vous notez aussi la dépendance qui augmente beaucoup ? Je pense que dans les évaluations que vous proposez avec l'ARS aux EHPAD, ça en fait partie. Puisqu'on est toujours à 0,6 équivalent temps plein, il faudrait bien sûr au moins aller à 0,8. Alors, bon, bien sûr, il y a les problèmes budgétaires, mais bon, il faut aussi dire les choses. Et aussi, est-ce que vous avez évalué au niveau des services
des EHPAD publics, la différence entre les EHPAD publics et les EHPAD privés à but non lucratif, en fait, il n'y a pas de différence. C'est la même action. Mais le problème, c'est que dans les EHPAD publics, eh bien, si vous êtes aide-soignante ou infirmière, vous avez 500 € de plus par mois. Et dans les EHPAD privés à but non lucratif, 500 € de moins, ou 600. Donc ça entraîne bien sûr une désorganisation dans ces établissements extrêmement préjudiciable. Autre question au niveau psychiatrique, on a fait avec Céline Brulin et Jean Sol un rapport qui nous a montré une dégradation extrêmement forte au niveau de la psychiatrie. Et dans certains établissements particulièrement dynamiques, on a vu que les psychiatres qui sont pas suffisamment nombreux, et c'est pas parce qu'on va dire ça qu'ils vont arriver subitement en plus, mais on a vu que il y avait dans certains endroits où il y avait des IPA psy qui avaient apporté une amélioration très importante, bien sûr en restant en rapport avec le psychiatre, mais amélioration notamment dans les centres médico-psychologiques. Et c'est pareil aussi au niveau de la médecine générale, hein, je parle de quelque chose qui est tout à fait pratique. On a actuellement des médecins qui pourraient avoir leur fonction améliorée par des IPA en polypathologie, des infirmières qui, bien sûr, travaillent en rapport avec le médecin. Et finalement, on se rend compte que, on en parle, mais il n'y a pas de formation. Merci. Merci bien. La parole à Émilienne Poumirol. Oui, merci, Monsieur le Président, et surtout merci au Président et au directeur de l'HAS, d'abord de leur présence et de tous les éléments qu'ils nous ont donnés ce matin, et puis surtout de leur travail. Et vous avez parlé d'une possible synergie avec la NSM. Pourquoi pas? Je suis là, hop là, voilà. Pourquoi pas, mais en tout cas, je sais bien que la mode aujourd'hui, pour certains, est à faire la chasse aux agences, mais il me semble qu'elles ont chacune leur rôle important. Juste deux petites questions. La première, pour revenir sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Corinne Imbert à propos de l'accès précoce et des médicaments qui sont dits innovants. Moi, ça me choque un peu que sur 10 médicaments, il y en ait 5 dont vous disiez qu'ils ne sont pas innovants, donc qui ne devraient même pas être évalués. Ça, c'est le premier point, ça me choque. Et puis, c'est une tendance qu'on a souligné au niveau du débat du PLFSS cette année sur le sentiment que l'on a que certains laboratoires traînent la patte, demandent un deuxième, puis un troisième renouvellement parce que, en attendant l'AMM, ils ont un prix qui est certainement supérieur au prix qu'ils auront une fois que l'AMM sera donné. Et c'est un sujet qu'on avait évoqué. Et pensez-vous qu'il faille vraiment, sur le prochain PLFSS, prendre une directive législative disant un renouvellement, pas plus, pour qu'on évite se traîne la patte de certains laboratoires qui en profitent pour faire des bénéfices plus importants. Deuxième question qui n'a rien à voir, on parle beaucoup aujourd'hui du protoxyde d'azote et de son usage détourné. On est en train de travailler sur une PPL de notre collègue Marion Canales. Ça devient un sujet de santé publique puisqu'on a vu, j'allais dire, une croissance presque exponentielle en très très peu de temps, puisque entre 2020 et 2023, les signalements ont été multipliés par 4 au niveau des autorités. Alors, il y a certainement un manque de pédagogie, d'éducation, de sensibilisation, mais y a-t-il une offre de soins, de prise en charge vraiment spécifique? Elle semble lacunaire. Il y a bien des expériences à Lyon, à Villejuif, mais elle semble un peu isolée. Est-ce que vous avez l'intention ou est-ce qu'on vous a demandé de travailler sur la prise en charge, sur des recommandations de prise en charge spécifiques pour ce sujet du protoxyde d'azote au niveau des professionnels et de l'organisation, j'allais dire, du système de santé par rapport à ces cas particuliers d'intoxication au protoxyde d'azote? Merci. Marie-Doué Schliemann. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a remis au cœur des débats l'obligation de vaccination contre la grippe. Le sujet a divisé les parlementaires et si le Sénat a voté en faveur de la mesure pour tous les professionnels de santé,
Il s'y est opposé pour les résidents d'EHPAD pour des motifs tenant notamment au manque d'opérationnalité de la mesure. Les réactions à l'exclusion récente d'un membre du groupe de travail de la HAS montrent que le sujet est sensible, au-delà même de l'arène parlementaire. Cette situation nous conduit à vous demander, d'une part, si vous ressentez aujourd'hui plus qu'avant des pressions, des postures ou des influences qui portent préjudice à la sérénité des travaux de la HAS dans ce cadre. D'autre part, comment vous veillez à la neutralité des experts qui participent aux travaux de la HAS. Et enfin, sur l'obligation vaccinale en particulier, la HAS a préconisé en 2023 de ne pas transformer la recommandation de vaccination antigrippale en obligation vaccinale. Quels éléments pourraient avoir évolué depuis qui conduiraient, le cas échéant, à une recommandation différente de la part de la HAS? Je vous remercie. D'accord. Une partie de ces questions ont été posées en début de réunion. Oui, par Laurence. Voilà. Très bien. Cathy Porsopoulis. Merci, Monsieur le Président. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, je vais vous poser 2 questions. La HAS évalue l'amélioration du service médical rendu des médicaments et celle-ci s'appuie sur des données fournies par les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. Or, cet avis sert au comité économique des produits de santé pour négocier les prix des médicaments. Il en résulte un problème d'indépendance des évaluations, mais aussi bien souvent de qualité des données produites. Entre 2017 et 2023, 38% des dossiers de médicaments anticancéreux ont ainsi été invalidés à cause de réserves majeures sur la méthodologie. Donc, ma première question, certains pays européens ont fait le choix d'un système de recueil indépendant des données, comme le Royaume-Uni, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, et il est vrai plus exigeant en termes de ressources humaines. La Cour des comptes a néanmoins encouragé la HAS à produire des études médico-économiques indépendantes en s'appuyant notamment sur les universités. Où en sont vos réflexions pour progresser sur ce sujet? Et certains industriels sont très demandeurs d'un accompagnement méthodologique de la HAS en amont des dépôts de dossiers, notamment dans le champ des maladies rares. Pour mieux répondre aux attendus de l'évaluation, pourriez-vous envisager de développer cet accompagnement, par exemple, moyennant le paiement d'une redevance? Je vous remercie. Pour terminer, Marion Canales. Merci. Ma question va porter sur le sujet des addictions. Il y a une expérimentation de cannabis thérapeutique qui a été initiée dont la première prescription a eu lieu à Clermont-Ferrand il y a quelques années. Le 31 mars 2026 est une date butoir pour la généralisation. Il y a une évaluation en cours, attendue. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de patients qui veulent rentrer dans la file active et que c'est extrêmement attendu autour du soulagement de douleurs très réfractaires. Donc sur le cannabis thérapeutique, est-ce que vous pouvez me donner quelques informations? Sur la naloxone, ça a été les recommandations de certains de nos collègues. Vous proposiez en 2022, la HAS, d'en améliorer la diffusion. Le rapport de mes collègues Souiris et Romani rappelle dans sa recommandation aussi qu'il va falloir avancer sur ce sujet, qu'il n'est pas extrêmement diffusé. Et c'est vraiment un médicament qui peut sauver, donc dans la lutte contre les opioïdes. Et enfin, alors je suis obligée de lire parce que sinon je donne une marque, buprenorphine à action prolongée. C'est une innovation également contre les opioïdes. Il y a moins de 0,5% des patients qui sont traités pour ces troubles et ces addictions qui y ont accès. Aujourd'hui, il y a une répartition assez inégale entre les territoires selon les projets ou pas d'ARS et les financements. Est-ce que vous avez donné une recommandation et senti que ça avançait sur ce sujet? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous laisse pour cette dernière série. Merci. Rapidement pour Monsieur Chassaing sur les ESSMS, parce qu'il y a déjà des éléments sur d'autres points, sur la question de l'évaluation des EHPAD publics. Les EHPAD publics dans les catégories A et B, je rappelle A, B, C, D, donc les deux meilleurs, c'est à peu près 70% sont dedans. Les établissements privés, c'est-à-dire à but lucratif, privés et à but lucratif, c'est 89% d'entre eux. Et entre les deux,
vous avez les EHPAD privés sans but lucratif. C'est-à-dire, donc, j'insiste pour dire qu'il y a véritablement une sorte de gradient entre les trois, selon le type. Ensuite, je laisse les interprétations. Sur la notion des IPA, donc ces infirmières de pratique avancée, l'HAS s'est chaque fois prononcé en faveur et des délégations de tâches. Il faut le savoir, à condition que les personnes soient dûment formées pour pouvoir exercer des tâches nouvelles, et donc sur la place des IPA, que ce soit en santé mentale, psychiatrie, parce que là, nous sommes vraiment, je crois même avant que je n'arrive, prononcés là-dessus. Sur la question de Mme Poumirol sur limiter les renouvellements des accès précoces. Alors, je vais essayer de vous dire comment je vois les choses modestement sur le sujet. Aujourd'hui, il y a deux types de demandes de renouvellement. Il y a des demandes qui sont fondées parce qu'on est dans une maladie extrêmement rare, il y a très peu de patients et qu'il faut se donner du temps. Il y a d'autres demandes qui sont là pour accompagner la négociation du prix devant le CEPS. Désolé de parler très très directement. J'ai des raisons de penser que ces autres demandes sont plus nombreuses que les premières en termes de renouvellement. Si vous voulez mettre dans un texte une limite au renouvellement, il faut arriver à avoir la distinction entre les deux types. Permettez-moi de vous suggérer la chose suivante. C'est de renvoyer à la HAS le fait d'indiquer à quel horizon une demande de renouvellement peut être envisagée et jusqu'à quand. C'est-à-dire que comme nous avons les dossiers, nous savons apprécier la rareté d'une maladie, nous pouvons dire, nous considérons qu'il faut tant de temps pour intégrer des patients nouveaux et avoir le résultat. Et je crois que cela, nous pourrions le faire. C'est-à-dire, ce serait une limitation de la durée de l'accès précoce, plus que de la notion de renouvellement, sous réserve d'un avis ou d'une recommandation de la HAS. Si vous me permettez cette solution. Sur le protoxyde d'azote, nous n'avons pas été saisis. Je veux dire, sur ces sujets-là, à ma connaissance, je me retourne vers notre directeur général, nous n'avons pas été saisis. Sur la question de Mme Schleiman, j'ai déjà répondu globalement sur les obligations vaccinales contre la grippe. Il y a une question qui ne m'a pas été posée sur laquelle je vais revenir, c'est, vous avez raison, l'avis de la HAS en 2023 est un avis défavorable. Défavorable. Alors je vais expliquer pourquoi. Nous nous reposons sur des données de la science. Nous ne disposions pas de données concernant l'existence de grippe nosocomiale. En gros, dans notre pays, combien de personnes contractent la grippe à l'hôpital? Nous n'avions pas les données. Et en l'absence de ces données, nous n'avions pas de fondement scientifique pour nous positionner sur la valeur ajoutée de cette obligation. Alors, vous pouvez dire, on peut avoir une autre approche que l'approche scientifique, qui est l'approche qu'a proposée l'Académie nationale de médecine, qui avait titré il y a 2 ans « La vaccination des médecins, un devoir ». C'est une autre approche, qui est une approche qui repose plus sur d'autres aspects, notamment des aspects éthiques en l'occurrence, mais qui doivent aussi être pris en considération. Donc, je ne peux rien dire parce que je ne sais pas ce qui va sortir du groupe de travail, qui ne s'est pas encore réuni, qui plus est, mais qui doit se réunir, je crois, prochainement. La question de Mme Poussopoli sur le recueil indépendant des données, c'est une question qu'on nous pose souvent. Nous ne sommes pas un organisme de recherche. Nous ne pourrons pas réaliser, c'est un travail qui sera absolument monstrueux. Nous, ce qu'il faut, c'est que nous vérifions la qualité des données qui nous sont soumises, mais elles le sont théoriquement contrôlées. Et vous avez raison, c'est l'industriel qui dépose un dossier, c'est l'industriel qui réalise l'étude. Mais on peut considérer qu'il y a quand même eu suffisamment de garanties sur ces points-là. Enfin, me semble-t-il, on peut le faire. Mais néanmoins, je comprends votre question. Sachez que tout ce qui relève des données ensuite en vie réelle que nous avons, je veux dire, nous avons les moyens, nous, d'avoir accès à ces données, après, une fois que le produit est là, et de voir ce qu'il en est, et nous le faisons. Sur l'accompagnement méthodologique des industriels, notamment dans la maladie rare, nous le faisons au travers de rencontres précoces, nous le faisons peu parce que nous n'avons pas les moyens de faire plus. Et vous avez raison, cette activité est non rémunérée par une redevance de l'industriel, alors que de l'autre côté du Rhin, il verse une redevance très significative juste pour en amont avoir un avis, une rencontre, ce qu'on appelle précoce. Et ça, c'est un point que nous demandons. Je vous rappelle aussi que nous ne percevons pas, nous, la HAS, directement de redevances des industriels. Ces redevances arrivent dans un budget de l'État et nous n'avons qu'une dotation de l'assurance maladie que vous voyez passer avec le PLFSS, mais nous n'avons aucun lien direct financier avec les industriels. Je vais laisser le directeur général répondre sur le cannabis thérapeutique et vous dire où on en est. Oui. Alors, sur le cannabis thérapeutique, on s'était mis en effet en ordre de marche pour évaluer les différents médicaments à temps avant l'échéance que vous avez indiquée. Donc, on a fait le travail, on va dire, scientifique, on a recueilli les données, la littérature, mais pour aller plus loin, c'est-à-dire pour que la commission de la transparence, qui est notre commission compétente, se réunisse et statue, on a besoin d'un décret que nous attendons. Ce décret aurait dû être pris, nous avait-on annoncé, pour la fin du mois de décembre.
Il n'est toujours pas sorti. Donc nous savons que le ministère avance là. Et nous avons dû décaler les séances qui étaient prévues en février pour statuer dans les délais. Donc dès que nous avons le décret, nous reprogrammons évidemment au plus vite les séances prévues. Voilà, donc nous attendons ce décret. Pour répondre au sénateur Chassaing sur l'évaluation de la dépendance dans chaque EHPAD, deux éléments de réponse. Et c'est un élément, ça doit être un élément de la contextualisation. Encore une fois, quand l'organisme d'évaluation arrive, il doit d'abord comprendre où il arrive, quel est le degré de dépendance, et ça, il y a des données dans chaque établissement. Donc, bien sûr, ça doit être pris en compte dans chaque évaluation. Nous, les travaux peut-être les plus actuels qu'on a sur ce sujet, c'est sur un sujet connexe, c'est comment aider les professionnels à recueillir le point de vue des personnes accompagnées, notamment quand il y a un fort degré de dépendance. C'est compliqué parce que toute la démarche d'évaluation, toute la démarche qualité, elle doit partir du point de vue des personnes. Comment recueillir chez certaines personnes leur point de vue, leurs préférences, leur ressenti. Et donc nous allons publier incessamment des travaux assez novateurs sur le recueil du point de vue des personnes accompagnées avec troubles cognitifs, des personnes âgées avec troubles cognitifs. On va continuer d'ailleurs à travailler sur le recueil du point de vue des personnes accompagnées de manière générale, dans le champ de la petite enfance aussi. Voilà, comment on recueille le point de vue d'enfants, de mineurs protégés par exemple. Donc on va aider les professionnels à recueillir ce point de vue qui est le point de départ de toute la démarche. Sur la protection des experts, vous avez posé une question très importante. Est-ce qu'on observe davantage de pression et comment voit-on ça? De manière générale, non. Mais sur des travaux particulièrement sensibles, oui. On l'a observé l'année dernière sur des travaux liés à la transition de genre. On l'a observé par le passé sur les troubles du spectre de l'autisme, il y a une dizaine d'années. On pourrait les observer à nouveau sur d'autres sujets particulièrement sensibles. Et on a constaté, en effet, qu'il pouvait y avoir dans nos textes une lacune, un angle mort. Je m'explique. On est transparent dans nos travaux. Donc, toutes les personnes qui participent, tous les experts qui participent, leur nom doit être connu. On doit savoir qui a participé et vérifier qu'ils répondaient notamment aux conditions déontologiques qui sont les nôtres. Jusqu'à maintenant, nous publions la liste nominative des membres d'un groupe de travail à la fin des travaux. Comme ça, on avait la sérénité des travaux, puis à la fin, la transparence qui permet à chacun de contrôler. Nous avons perdu un contentieux l'année dernière devant le tribunal administratif et le Conseil d'État, puisqu'une association avait demandé, dans un groupe de travail que j'ai cité, au titre de la loi CADA, communiquez-nous, cher HAS, la liste des membres du groupe de travail. Nous avions refusé, en invoquant nos méthodes de la protection de la sérénité des travaux. Le Conseil d'État a estimé que notre position était contraire à la loi CADA. Et là, on voit que pour préserver la sérénité des travaux, de manière générale, encore une fois, il n'y a pas de difficulté, mais que sur certains travaux très particuliers, nous devons réfléchir à une éventuelle évolution de la législation, non pas pour renoncer à la transparence, bien entendu, mais pour être capable, pour certains travaux, de différer le temps nécessaire à la sérénité des travaux, la publication de la composition nominative du groupe de travail. Donc nous sommes en échange avec le ministère de la Santé pour proposer une initiative en ce sens. Merci beaucoup. C'est pour ça que le sujet, en effet, mérite une réflexion, et pas qu'au niveau de la HS, parce que ces règles s'appliquent à toutes les agences d'expertise sanitaire, et en effet, on doit veiller à ceci. Et après, vous aviez posé une question sur comment veille-t-on à la neutralité des experts. Le président y a déjà répondu. Il y a deux sujets, la position et les postures. On doit entendre toutes les positions, mais il y a des types de postures individuelles qui peuvent être incompatibles avec des travaux scientifiques, et là aussi, il y a une corde raide, évidemment, compliquée à tenir. Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole un peu en termes de conclusion. Je voudrais vous dire à quel point les innovations qui arrivent et que nous connaissons sont, pour certaines, il me manque de qualificatifs pour dire ce qu'elles apportent. Dans le domaine des cancers, dans le domaine de la mucoviscidose, dans le domaine spécifique de l'oncohématologie. C'est vraiment exceptionnel par rapport à ce que j'imaginais moi-même lorsque je faisais mes études et même par rapport à il y a quelques années. J'ai la chance de recevoir les industriels, mais il y a un sujet, nous n'abordons jamais le sujet des médicaments au cours d'évaluation. En revanche, nous leur demandons quels sont les produits qui vont nous arriver. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chances pour les maladies rares, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de médicaments qui vont arriver. Je ne les ai pas fait évaluer, mais je vois ce qui va arriver. Sur le cancer, c'est indiscutable. Sur ce qui relève en gros de pathologies de type immunologique, c'est vrai. Mais je ne vois rien en psychiatrie arriver. Je n'ai pas encore vu un seul industriel
évoqué un médicament en psychiatrie. Et quand on sait que le délai, c'est à peu près 10 à 12 ans pour sortir un médicament nouveau, c'est-à-dire qu'on est en droit de s'interroger sur à 10 ans, lorsque les progrès seront devenus de plus en plus significatifs sur un certain nombre de pathologies, où en sera la situation en psychiatrie, en l'absence d'investissement des laboratoires de recherche, des laboratoires, en l'occurrence industriels, dans le domaine de la psychiatrie. Je me permettais simplement de vous alerter sur ce point, parce qu'on ne peut pas avoir une discussion sur la psychiatrie sans avoir en tête qu'il y a un investissement insuffisant de travaux dans ce domaine-là pour les médicaments de demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour à la fois les réponses variées, étant donné la tonalité des questions. Ça nous donne un tour de raison. Et je trouve que c'est très intéressant, une fois par an, qu'on ait cet exercice autour des travaux menés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Chers collègues, nous attaquons maintenant le CHU de Corse. Ah, ça.